toutes et à tous et bienvenue pour le journal du hardware. J'espère que je vous ai manqué. Je suis de retour évidemment pour aller casser les couilles à tout le monde. Sondage dans le chat, êtes-vous content de revoir Maxime? C'est parti, allez. Voilà, vous avez le droit entre oui et évidemment. Évidemment. Voilà, et aucun autre choix n'est possible. Avec moi autour de ce plateau pour parler hardware, justement, on est avec JK. Comment ça va? Ouais, ça va très bien. Mais je suis content aussi de revenir juste en chroniqueur et tout. Ça fait plaisir parce que. Et voilà. tu as un beau test. Ouais, il y a pas de map. Vous allez voir, on va jouer en direct. On va essayer de vous montrer un petit peu une démo d'une grosse tablette qui permet avec un gros boîtier. J'en dis pas plus. Vous allez voir, c'est très sympa. Surprise, en fin d'émission. De l'autre côté, on est avec Otaksu. Comment ça va? Ça va et toi? Attends, Ça dis-moi, va bien. sérieusement, ma première au JDH c'était avec toi, tu as disparu juste après. Et Ah, je t'ai vu, j'ai fait, je me casse. Voilà, je suis désolé, c'était pas prévu, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Grosse semaine là. Toi, tu disais, t'as pas trop suivi, du coup, je suis pressé que tu vois un peu les annonces qui se sont passées cette semaine. C'est une tuerie, on va s'éclater. Eh ben très bien, effectivement, j'ai quasiment rien suivi, alors de très loin, 2-3 trucs, mais en vrai, j'ai un peu profité de mes vendredis aussi Ouais, pour me bien sûr. reposer, pour jouer à Lost Ark. Voilà, tu vas Ça. te régaler, mon garçon, tu vas te Donc régaler. ça va être très très bien. Comment va Mélinda? Écoute, elle va bien. Elle revient de New York. Oui, elle revient de New York. Qu'est-ce qu'elle a fait à New York? Elle est allée voir les nouveautés Sonos, dont on parlera. Voilà, ils ont fait des petites annonces et on a pu les voir avant tout le monde. Voilà. Nouveautés J'étais avec mon Sonos. petit Pépé qui n'est pas là et c'est vrai. je l'ai laissé là-bas. Ouais. Non, c'est pas vrai, il travaille ailleurs. Il est rentré, attends, j'ai vu un Non, il est tweet, pas il a dit rentré. je pars en Espagne ou je sais pas quoi. Il m'a abandonné directement, je suis rentrée sans lui. Vous savez, Pépé, Ouais. là, il est à nouveau en mode Et Pépé, voyage, la moitié de Globetrotter. l'année, là, je On lui a pense, dit tu peux reprendre l'avion. Ouais. Il a fait quoi? Direct. Ok, je prends un loyer à vie. Et voilà, il est est parti. Il reviendra évidemment très prochainement Oui. sur cette chaîne. On l'attend de pied ferme. Êtes-vous content de revoir Max? Non, à 51%. Bande de bâtards. Ça va, 51%. 51, ça va. Ça, il y a quand même Ah, une moitié. On sait que c'est faux. En plus, toutes les VOD sur YouTube depuis Bah, ton maintenant, départ, Ils ont mis que non en fait comme oui, réponse, tu vois. Ouais. Comme réponse possible. Je crois que c'est ça le chat en fait. C'est non ou ne se prononce Non, pas. nous, LSPP, ouais, voilà. LSPP. Non, Exactement. maman, je peux pas. Je travaille. Laisse-moi tranquille. On est Bien parti. On a évidemment plein de choses à se dire et on va commencer, une fois n'est pas coutume, avec l'actu de la semaine. Jingle. Et c'est JK qui va donner le coup d'envoi avec une nouvelle que je n'attendais pas. Moi, je les avais vois déjà enterrés depuis longtemps et il semblerait que le FSR 2.0 est enfin utile. Ouais, grave. Alors, tu vois, je remplace un peu Chrono parce que c'est le genre de sujet en général, c'est Chrono et comme il n'est pas là en ce moment, je vais faire mon chrono. J'espère être à sa hauteur. Ouais, alors le FSR, vous savez peut-être ce que c'est, on va le rappeler. C'est en gros, même si c'est pas tout à fait la même technologie, c'est l'équivalent du DLSS mais chez AMD. Donc c'est l'upscale, on va dire intelligent. Le but en tout cas de FSR, c'est de calculer ton image dans une définition moindre, après de manière artificielle avec les algorithmes, augmenter la définition et gagner en performance. Donc avec une petite carte graphique, tu vas pouvoir gagner 30 ou 40 FPS, ça peut monter jusque-là dans tes jeux, donc c'est vachement intéressant. C'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment le truc en ce moment qui est le plus intéressant sur les GPU, sur tout ce qui est développé côté AMD et Nvidia. C'est marrant C'est parce que vraiment toi cette tu dis techno-là. 30 ou 40 FPS, sur l'image d'illustration ils en gagnent 80 quand même. Donc Non mais alors, c'est eux qui abusent ou c'est toi qui est trop ça modeste? dépend. Tu peux vraiment faire Il y a une petite beaucoup. astérix en dépendant des jeux. Voilà, hein, ça dépend beaucoup des jeux et ça peut être du simple au double. Mais, donc FSR 1.0, ça fait déjà au point 1 an à peu près que ça existe. C'était efficace en termes de nombre de FPS, mais en termes de rendu, il y avait des vrais problèmes. C'est-à-dire que, surtout par rapport à Nvidia, ce que propose Nvidia, il y avait vraiment une perte visuelle assez conséquente. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez testé. Bah, c'était un YouTube en 720p, quoi, Surtout, voilà, fondamentalement. surtout quand tu voulais jouer en 1080p ou en 1440p. En 4K encore ça passait, mais alors dès que tu baissais en définition, c'est la cata. Ils avaient conscience de ça. Ils avaient annoncé FSR 2.0 il y a quelques semaines, et là ça y est, ça commence à être déployé. Pour le moment sur un seul jeu, on s'emballe pas. Quel jeu? Sur Deathloop. Ok. Qui était déjà l'ambassadeur du FSR 1.0. Aujourd'hui, Deathloop, c'est un des rares jeux où tu as tout. Tu as DLSS, FSR 1.0, FSR 2.0. Donc là, vraiment, t'es tranquille, quoi. Et ce qui est plutôt cool de la part d'AMD, c'est qu'ils nous ont envoyé une version de Deathloop en avance pour qu'on teste FSR 2.0, une version bêta. Ça veut dire qu'ils sont assez sûrs d'eux. Ouais, voilà, pour qu'on puisse tester en avance FSR 2.0 et sortir un article. Et franchement, là, on est quand même, on a un step-up en termes de, notamment surtout qualité d'image, qui est vraiment cool. Clairement, visuellement, tu fais plus trop la différence avec le DLSS. C'est-à-dire que même, surtout dans les définitions plus basses, donc en 1080p, en 1440p, ça marche vraiment très bien.
Ça c'est cool. Après, il y a encore des petits soucis, c'est-à-dire que le FSR 2.0 est un peu plus compliqué à implémenter pour les développeurs, donc ça demande un peu plus de temps. Donc potentiellement, il va y avoir moins de jeux, en tout cas dans l'immédiat, qui vont en profiter. Ou alors il faut qu'AMD mette un peu la main à la poche. Bah, peut-être, ouais, qu'ils aident un petit peu les devs et tout ça. Et surtout, FSR 2.0 est un peu plus gourmand que le 1.0, dans le sens où tu as besoin d'une carte graphique un tout petit peu plus puissante, mais on parle quand même d'une carte graphique genre une 1660, tu vois. À partir de la 1660 chez Nvidia et les RX 580 chez AMD, donc des cartes qui sont quand même déjà bien anciennes. Parce qu'on rappelle aussi, peut-être que les gens ont oublié, c'est que contrairement au DLSS qui est propriétaire ou qui demande une GeForce RTX pour fonctionner, le FSR Marche pas. et voilà, n'a pas de chapelle, quoi. C'est-à-dire que C'est logiciel. C'est logiciel, donc. Que tu aies une carte AMD ou une carte Nvidia, tu peux l'activer. Donc ça peut être assez cool. Si vous êtes bloqué sur une très vieille config et que vous voulez un peu gagner de temps parce que les cartes graphiques coûtent un bras, bah avec une techno comme ça, mine de rien, ça te fait quand même gagner, ça te fait quand même gagner du temps. Ceci étant dit, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu plus gourmand en termes de rendu, en termes de performance. C'est un peu moins efficace que le DLSS. Moi, là, par exemple, j'ai des chiffres très très concrets. Je ne sais pas si on a un graphique que j'ai fait dans mon article. Genre, quand tu actives le DLSS en 1440p sur Deathloop, en fait, en natif en 1440p sur une 2070. Je précise, je tourne à peu près 43 FPS, ce qui n'est pas ouf, tu vois. Voilà. Tu actives le DLSS, tu tapes à 90 FPS. C'est quand même assez vénère. Tu actives le DLSS 1.0, tu montes à 96 FPS, donc lui c'est le record. Et le FSR 2.0, je tournais à 84 FPS. Donc c'est celui qui offre le moins de gains de performance, mais on reste quand même sur un Mais la qualité d'image, elle est en pâtit moins. Surtout par rapport au FSR 1.0, carrément. Okay. Mais du coup, en fait, étant donné que par rapport au DLSS, en termes de qualité d'image, il y a à peu près égalité, le DLSS en termes de perf est quand même un peu au-dessus, puisqu'on est à 6 FPS de plus sur le DLSS. Donc, évidemment, ma conclusion, c'est que si vous avez déjà une carte RTX, autant utiliser DLSS. Voilà. On est à quelle version du DLSS? Là, on est à la 2.0, au moins qu'ils aient sorti la 2.0. Est-ce que Nvidia a déjà communiqué un peu sur le fait qu'ils allaient encore améliorer? Enfin, c'est sûr, ils vont encore l'améliorer, mais du coup, clairement, déjà quand ils ont déployé DLSS 2.0, c'était en fait, on se moquait un peu du FSR 1.0, mais DLSS 1.0 quand c'est sorti à l'époque, c'était pas parfait. C'était pas ouf. Ah, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Quoi. Il a fallu attendre le 2.0 un an après, au moins, je pense, pour qu'on ait quelque chose de vraiment bien, quoi. Donc là, c'est pareil, en fait, AMD est en train de suivre à peu près la même trajectoire avec du retard. Et là, il y a un monde où Nvidia, ils sont comme ça derrière leur bureau à dire ah ouais, FSR 2.0, allez, sors le 3.0. Ouais, voilà. ils ont toujours un coup d'avance. Mais en vrai, ils n'ont même pas besoin de faire ça parce que eux, ce qu'ils ont, c'est le rapport avec les développeurs et l'optimisation sur le développement immédiatement. Parce que FSR, c'est très cool, mais le FSR 1.0, il a été intégré à très très peu de jeux déjà de base. Le 2.0, tu es en train de dire, beaucoup de jeux par rapport à DLSS, c'est pas beaucoup en vérité, tu vois. Ouais. Parce qu'il y a un lien direct avec Nvidia et les développeurs sur PC, ce qui fait qu'on a des drivers optimisés en même temps. On a aussi les Nvidia Broadcast, on a tout un panel en fait de logiciels que n'a pas encore AMD, quoi. Donc après, ça c'est d'autres sujets sur lesquels AMD avancera peut-être à un moment donné, mais c'est vrai que chacun a ses forces et ses faiblesses. Le DLSS est peut-être un peu plus efficace, mais il faut avoir la carte graphique qui va bien pour l'utiliser. Voilà. Derrière, le FSR est un peu moins efficace, mais beaucoup plus ouvert. Et AMD a une carte à jouer sur FSR 2.0 puisqu'il va être exporté sur Xbox. Ils ont annoncé, il va y avoir le jeu Forspoken qui sort, je crois, à la rentrée. Ça, c'est cool. Il va supporter FSR 2.0. Et sur console, à la limite, c'est même là qu'on attend une technologie comme ça, quoi, aussi efficace. Donc Forspoken sera, je crois, le premier jeu Xbox Series à profiter de FSR 2.0. On en parlait juste avant, mais les Steam Deck, les trucs comme ça, tous les formats petits, c'est là où le FSR va pouvoir vu que c'est des puces vraiment AMD se marquer. là-dedans, vu que c'est des puces AMD, vu que c'est libre et que ça peut être bidouillé par tous les constructeurs pour être sûr d'intégrer immédiatement le truc. C'est là où il y a une carte à jouer, effectivement. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est la carte historique d'AMD. AMD, ils sont toujours sortis du lot par le fait de faire les processeurs graphiques des consoles, que ce soit portable ou salon. Là, ça revient à peu près à la même chose, sauf que maintenant, c'est les PC portables qui sont consoles qui deviennent un peu leur marque de fabrique, quoi. Carrément. Et par contre, Sony, niveau PS5, ils ont à chaque fois les mêmes puces. On rappelle que c'est les mêmes puces à l'intérieur. Là-dessus, ils s'en foutent un peu, tu vois. Ils sont pas du tout dans ce délire-là, alors que Microsoft qui est issu du monde du PC, Xbox bosse beaucoup plus avec ce genre d'outils et surtout communique vachement plus là-dessus, quoi. On vient de voir des images de Forspoken, des images que moi j'avais pas encore vues.
Petit aparté, ça, vous y croyez au succès de ce jeu? Alors, je vais te dire un truc, je sais à peine ce que c'est en fait. J'ai l'impression que c'est une belle démo technique. J'ai très peu suivi. C'est un jeu Square Enix, on est Je sais d'accord? pas. Ouais, c'est Square. Ça utilise le Luminous Engine, donc leur moteur propriétaire. C'est une meuf qui court partout et qui a des pouvoirs qui maîtrise à peu près tous les éléments. Donc elle fait de l'eau, c'est genre Avatar 2, tu vois. Elle fait des trucs. Ça a l'air sympa visuellement, ça a l'air intéressant au niveau des pouvoirs et tout, mais j'ai l'impression que c'était un gros bordel qui manque un peu de cohérence. Moi, je kiffe bien cette idée justement des éléments parce que j'ai l'impression qu'ils veulent faire d'un combiné des sorts, tu vois, de genre tu balances de la foudre, tu mets de l'eau, ça a l'air un peu vide tout ça. Stylé quoi. L'univers a l'air vide. C'est stylé ou vide. À voir parce qu'en fait le trailer histoire a l'air d'être franchement pas dégueu en vérité. Le seul truc c'est l'effet Square Enix quelque part, c'est qu'ils savent bien faire des bandes annonces. Mais après généralement c'est les 2-3 premières heures, tu fais il y a du potentiel de malade et puis t'arrives à 5 heures d'après aussi. J'ai rien fait pendant 5 heures, donc bon, à voir, mais au moins déjà ils tentent une nouvelle licence. Alors que ça sort sur ce serait PlayStation 5 et PC, c'est ça? PS5, PC, Xbox. Xbox aussi? Non. Je vois des mecs dans le chat qui disent ils ont dit PS5. que Forspoken c'est le premier jeu à profiter de FSR 2.0 sur Xbox. Bon bah voilà, donc fin du buzz, je sais pas pourquoi. Je suis complètement planté dans la chronique. Quand il avait été annoncé, il était PS5 exclusif. Il n'est pas déjà décalé? Attends. Il a été décalé, ça c'est sûr. Mais il me semblait que Forspoken était exclusif. On va aller regarder ça au PC Sujet. Ils vont checker quand ils auront l'info. Ils reviendront vers nous pour affirmer ou confirmer tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'avais une conclusion brillante et je l'ai oubliée. Sur la FSR 2.0, ta conclusion, c'est que c'est bien. Alors voilà, non, je voulais juste faire un tout petit point. Une conclusion brillante, c'est bien. C'est bien. Non, juste un point sur les jeux qui vont arriver parce que mine pour le moment un seul jeu c'est un peu short, c'est Deathloop, qui est un super jeu mais qui date maintenant. Qu'on a fini quoi. Et voilà, il y a à peu près une bonne dizaine de jeux qui sont annoncés avec FSR 2.0 qui vont arriver. En vrai, ça manque un peu de killer app quoi. Le plus gros truc c'est Flight Simulator. Pourquoi pas, parce que vu comment le jeu est gourmand, sachant qu'il n'y a pas de DLSS sur Flight Simulator, c'est plutôt pas mal. Farming Simulator 2022, va l'avoir. Vous êtes content. Heavenline, bon voilà. Grounded, bon pourquoi pas. Après, c'est des jeux dont je connais. Asterigos, ça vous parle ou pas? Déjà la moitié de ceux que tu as dit, je les connais pas. Donc, personne connaît. Ça va pas les sauver, les gars. Non, mais bon, ils font un début à tout. Voilà. Et ça sort le 11 octobre 2022 sur Xbox. Merci beaucoup. Et les devs, quand même aujourd'hui, de plus en plus maintenant dans leurs nouveaux jeux, intègrent de base quand même des technos, au moins une des 3 technos quoi. Maintenant, tu as toujours au moins du DLSS ou du FSR. Et sur Cyberpunk 2077, maintenant, tu as le choix entre FSR ou DLSS. Donc c'est plutôt cool. On a vu récemment plein de vidéos tournées sur l'Unreal Engine 5. C'est un autre sujet, mais ça fait rêver. On a quand même hâte de voir les dingueries qui vont arriver dans les années à venir. Et effectivement, il va falloir des technos pour bien optimiser tout ça et que ça tourne sur toutes nos consoles et toutes nos cartes graphiques. On a fini sur le FSR 2. On a fini. On enchaîne avec Mélinda qui va faire couler une larme chez vous. C'est vrai. Rip. Tu l'as rappelé. Ceci. Il est rouge. Bah évidemment. En plus, il est magnifique. Ceci est un collector. Enfin, il est en passe de le devenir. C'est le dernier iPod Touch, donc sorti par Apple en 2019. C'est le dernier celui-là. Okay. C'est le dernier. J'allais dire c'est un iPhone SE, mais non. En fait, oui, l'iPhone SE, c'est la même. Rappelons que l'iPod Touch, c'est un iPhone sans carte SIM. Voilà, pour résumer, c'est extrêmement bien résumé. Vous pouvez tout faire sauf appeler avec. Ne cherchez pas d'appli Apple. Donc ça veut dire que tu peux mettre WhatsApp dessus. Tu peux FaceTime et via Wi-Fi. Voilà, exactement. Ah non, parce que WhatsApp, il faut un numéro de téléphone. Donc... Bah oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. T'en fous. Tu peux avoir ton numéro de téléphone et le mettre dessus. Ouais, tu peux juste te connecter en fait, avec le code. Et de toute façon, t'as FaceTime et t'as les trucs comme ça, donc Facebook Messenger. Donc c'était le dernier qui valait quand même assez cher. On était à 280, 250 quand même, hein. Je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors, oui, c'était un peu ça. Mais c'était la septième génération, je crois, 8e, on ne dit plus. Mais il y a peu de stockage. On commence à 64. Enfin, c'était vraiment le minimum du minimum. Mais c'est quand même le modèle originel, lancé en 2001. C'est vraiment ce qui a changé toute la phase d'Apple. La roue, quoi, putain. Bah déjà la molette, si on va voir les premiers. Je sais pas si on a les images. 2001 mais aussi, regardez à quoi ressemblait Il y avait un vrai disque dur plein format dedans. Ah mais c'était incroyable. C'était vraiment un paquebot quoi. Vous savez que le lecteur audio de PP aujourd'hui ressemble encore à ça. Hein. C'est une grosse boîte blanche. Enfin, quand tu cherches à avoir de la qualité Ah non mais c'était la molette. Et encore là, c'était pas la version vraiment molette qui viendra plus tard. Mais c'était juste la révolution. En 2001, quand Steve Jobs il montre ça, en fait, on ne mesure pas qu'à l'époque, le téléchargement de la musique par titre
Ça n'existe pas en fait. On est à 2001, c'est la fin des années 90, donc les Napster, Casa, tout le monde télécharge à gogo. C'est la charge sur PC. On télécharge sur PC, on grave des playlists sur CD, le truc a toujours refusé Apple. En fait, ils ont pris un retard extrêmement conséquent sur la musique à ce moment-là parce qu'ils focalisaient tout sur la vidéo, tout sur la photo. Ils ont créé des logiciels. Ils pensaient, en fait, ils voulaient faire un foyer numérique à partir du Mac, de l'iMac ou du MacBook, mais pour faire du montage vidéo ou de la retouche photo. La musique, c'était le cadet de ses soucis. Et ils visualisent à ce moment-là, fin des années 90, qu'ils ont raté complètement le coche de la gravure CD. Il n'y a pas de lecteur, souvenez-vous, dans les Macs. Ouais. Ils ne voulaient pas parce qu'ils trouvaient ça moche. Bah, c'est moche et ça prend de la place. Et eux, ils veulent des trucs... Et voilà, et tout est pensé, c'est moche. Ils ne voient pas l'intérêt de la musique comme ça, pour lui. Et donc, ils réalisent en 2000 qu'ils sont passés à côté d'un phénomène. Et ils vont essayer de rattraper le truc en réfléchissant à l'iPod, qui est un truc qui est créé en 6 mois. Il faut quand même le savoir. Le projet, il est arrivé, il a fait les mecs, il faut me trouver un truc pour télécharger de la musique. Et il crée ça pour mettre des milliers de morceaux. Et notamment, la grosse révolution, c'est de faire du téléchargement individuel. Vous n'êtes plus obligé de télécharger tout un album, parce qu'on a quand même des lecteurs MP3 déjà, enfin Sony a déjà lancé des trucs. Vous pouvez payer chanson par chanson. Exactement. Et tu sais pourquoi ? Pour protéger aussi les droits d'auteur et la copie privée. Donc le truc, il blinde, il cadenasse ça pour que justement embarquer avec lui toute l'industrie de la musique. C'est très surprenant en vrai que ça fonctionne du coup parce que ça rend ta bibliothèque musicale hors de prix. Bah oui, mais t'achètes son par son, c'est un enfer. Ouais, mais t'as pas envie d'acheter tout un album, tu peux acheter les morceaux que tu veux. Enfin, tu vois, non seulement t'achètes son par son, mais les sons que t'achètes, tu peux pas les mettre partout. En fait. Parce que la politique de DRM, et particulièrement à cette époque-là, c'était tu le lis sur un produit uniquement, tout le reste va mourir. Non, mais c'est voilà. Très chaud. Et alors, un truc qui est très drôle, c'est que iTunes devient alors le cœur de la matrice. Ouais. Il faut savoir que iMovie, iTunes, iPhoto, on les doit à Adobe en fait. Parce qu'à la fin des années 90, ils demandent à Adobe de lui faire comme... Donc Adobe, c'est la société qui fait Photoshop, Premiere Pro, etc. Exactement. Et en fait, donc comme il veut son foyer numérique sur ses Macs, à l'époque, c'était Macromedia à l'époque, Macromedia Flash. Et en fait, il veut un logiciel pour faire du montage vidéo. C'est l'ère des caméscopes, et lui, il veut que tout le monde connecte son caméscope. Et pour simplifier, Adobe l'envoie promener, alors qu'il a foutu des thunes dans Adobe. Donc il pense que les mecs lui doivent logiquement un logiciel. Adobe lui dit « Non, désolé, mais avec ton macOS, t'es sympa, mais t'as trois clampins qui bossent dessus, ça nous intéresse pas. » Je le fais texto, mais c'est à peu près ça. Donc il va créer iMovie, enfin il va créer Final Cut Pro, il va créer ensuite iMovie et iTunes et iPhoto, et créer iTunes parce qu'il veut plus rien demander à qui que ce soit. Et en fait, toute la philosophie d'Apple, aujourd'hui, tient de ce truc de se dire on doit maîtriser tout l'écosystème pour se faire emmerder par personne. Donc merci Adobe, grâce à eux on a ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une corrélation entre, enfin, tu vois, Apple internalise tout et du coup ça se passe plutôt bien pour eux. Nvidia le fait de plus en plus et ça se passe plutôt bien pour eux. On va voir que Tesla le fait aussi et ça se passe plutôt bien. Enfin, j'ai l'impression que tout maîtriser soi-même, quand tu as les moyens de le faire, tout le monde peut pas se le permettre. C'est quand même le luxe ultime. Et il commence déjà à l'époque puisqu'il rachète une petite start-up qui s'appelle SoundJam, qui a créé un logiciel. Alors, vous savez comme on avait les Winamp un peu à l'époque, les interfaces. SoundJam, c'est des trucs qui vous permettaient de customiser, de mettre un look de jukebox pour tous les morceaux que vous aviez téléchargés. Lui, il rachète ça et il leur dit, les gars, votre idée, elle est super. En revanche, vous me virez toutes les conneries là autour, vos custo widgets, là, poubelle, et vous me faites iTunes. Et pareil, déjà à l'époque, il commence à aller voir des toutes petites startups qui ont le produit qui fait la différence, mais que personne ne voit, pour faire ces logiciels monstres. Et donc, début 2001 est présenté l'iPhone, donc, qui a vraiment mis 6 mois une réflexion où personne n'est d'accord sur le format. L'iPhone, l'iPod L'iPod, oui, pardon. Lapsus, c'est plus tard ça. Ça a mis plus de 6 mois l'iPhone, je crois. Ouais, ça a mis plus de 6 mois. Mais en fait, oui et non, parce que tu vois, finalement, ils avaient la base. Ouais. Et les mecs réfléchissent, mais ils se prennent la tête sur le format. Ils veulent un format qui tient dans la poche. Le seul truc, c'est il faut que ça tienne dans la poche. Contrairement au Walkman, qui est un peu... Exactement, tu as tout compris, contrairement à ça. Il y a plein d'idées. Attends, à l'époque, il y avait déjà des trucs pour télécharger on avait les clés USB MP3. Oui, mais philosophie Apple, c'est moche. C'est moche et c'est pas légal parce que on avait tous téléchargé nos chansons dessus. Et surtout, il faut que ce soit un truc qui tienne, qui fonctionne qu'avec Mac. Il ne veut pas faire de trucs
pour les PC, n'oublie pas ça. C'est vrai. Il est à ce moment-là, il est un peu dans son délire Me Against the World. Hein. Donc tout le monde, personne n'est d'accord avec lui sur son projet. Il faut qu'il y aille à fond. Évidemment, c'est là qu'arrive le fameux Johnny Ive, qui lui vient et dit les mecs, il faut faire comme ça. Il était déjà là, mais là, il donne son. Tout le monde se bat. Emblématique voilà. d'Apple. Tout le monde se bat. Il avait même pensé à s'associer à Toshiba pour faire son projet. Enfin, il comprend qu'il faut tout faire en interne. On lui propose un format paquet de cigarettes. En fait, il se dit ouais, c'est le truc qui tient. En fait, c'est la référence de ce qui tient dans la poche. La molette, la fameuse molette qui est un peu moins molette. Le mec qui a inventé ça, c'est Phil Schiller. Un putain de génie, lui. Hein. Phil Schiller, c'est le mec qu'on voit, alors un peu moins depuis l'ère Tim Cook, mais qui était le mec qui présentait tous les Macs, tous les produits en fait d'Apple. Il a été l'ambassadeur des produits. C'est lui, pour ceux qui se souviennent, qu'on voyait faire le con pendant les keynotes, qui faisait des blagues à se mettre à l'envers dès qu'il y avait un truc. Enfin, voilà. Je vois que ça coûtait quand même 400 $. Aujourd'hui, ça vaut 10 balles. Ça va devenir, à mon avis, ça va prendre de la vente de cases. Ça va être. À mon avis, il va y avoir des iPods qui vont se revendre de cases à des prix. Voilà, c'est à la 3e génération qu'on a eu la roue. À partir de là, ouais. Voilà, vous voyez, voilà la fameuse molette dont on parle, qui est devenue en fait un truc extrêmement emblématique. Ça s'appelle encore iPod à l'époque. Hein. L'iPod Touch viendra beaucoup plus tard quand on commencera à mettre. Avant, il y a le shuffle, il y a le. Ça a mis beaucoup de temps à évoluer. À partir de 2004, ça commence déjà à devenir le truc dont on se souvient tous. Celui-ci, c'est celui qu'on a tous vu. L'iPod photo, oh là là. Avec l'écran couleur, quoi. Fausse bonne idée, ça. La qualité de merde, quoi. L'iPod vidéo aussi, je vous avais oublié, l'iPod vidéo qui servait vraiment à rien. Avec un écran minuscule, avec un écran. Il y a eu Arcos. Et donc Tony Fadell, qui est le monsieur qu'on présente tout le temps comme le papa de l'iPod, en fait, est un consultant externe qui était là et qui a filé 2-3 idées de design, qui avait l'idée en fait en tête depuis très très longtemps. Il avait essayé de la vendre à d'autres entreprises, je crois, dont Sony, si je dis pas de bêtises. Et personne n'était vraiment emballé parce que voilà, il suffisait à l'époque, comme tu dis, d'avoir une clé, de télécharger, tu branches un casque dessus, le tour est joué. Je vois pas l'intérêt, quoi. Et voilà. Et il est pris comme consultant. Sauf que Apple veut le faire venir en interne pour protéger l'idée et que le mec veut pas. Et qu'en gros, il menace de lui retirer la paternité et tous les trucs. Et finalement, il est venu et il est officiellement présenté toujours comme le père de l'iPod. Et en ce moment, il sort un bouquin où il balance tout ce qui est possible sur Apple. Évidemment. Il va se faire des copains. Il est parti depuis bien longtemps, le mec. Mais voilà. Mais ça a toujours été il est resté un peu contraint. Chez Apple pendant de nombreuses années, mais voilà, là il se lâche. Donc il y a un bouquin qui s'appelle Build en ce moment qui est en train de... C'est quoi le délire du coup? En gros, ils ont pris ces 2-3 idées, après ils l'ont mis dans un coin en mode maintenant tu fermes ta gueule, c'est à nous quoi. En gros, il a été consultant. Les idées, elles étaient de base. C'était lui qui avait eu l'idée. Il avait eu cette idée-là il y a très longtemps. Il a rajouté des trucs. Et en gros, on lui a dit si tu veux avoir la paternité officielle du produit, rien tu restes là. Voilà, et quand je vous dis que ça, sur la payroll et sois gentil dans un coin. C'est un peu ça. Et donc les 6 mois, quand je vous parlais des 6 mois, c'est parce qu'en fait, il voulait le sortir absolument avant Noël. Donc, initiation du produit en janvier, sortie au mois d'octobre. Je ne sais pas si vous voyez le délai, avec le délai de réflexion au début. Et c'est pour ça qu'on a aussi autant de produits au début. Tu as vu dans les premières années où ça change, parce que je dirais pas qu'ils ont tâtonné. Mais c'est l'évolution. C'est l'évolution. De révision, quoi, dans la série. En fait, c'est plutôt à la Gen 5 on se dit, là, ça y est, c'est... Regarde, ça a mis du temps avant de cartonner vraiment. Hein. Au début, je crois que les ventes n'étaient pas terribles. Hein. En fait, c'était terriblement cher aussi à l'époque. Il faut voir le truc, c'est que tout le monde a eu l'iPod de juste avant, là, qui était tout fin et tout, parce qu'il était relativement abordable. Mais le premier iPod, je me souviens que moi, j'en rêvais, mais ça coûtait c'était très cher. Fortune. Le seul truc qu'avait imposé Jobs, c'est celui-ci que tout le monde avait. C'était donc un écran, un système de navigation simple. Pour lui, il fallait qu'en 3 clics, tu aies lancé ton morceau. Parce qu'il trouvait les autres interfaces beaucoup trop compliquées. Et la molette, elle a un avantage. Elle a été pensée pour faire quasiment du scrolling infini. Et c'est une des premières qu'on voit sur le marché. Et ça, c'est la vraie révolution. Pour justement toujours aller à l'essentiel. Et c'est vrai que le système de scrolling, c'était le truc qu'on a tous adoré, sauf sur la télécommande de l'Apple TV, pour ceux qui en ont, parce que là, c'est une galère. Alors que c'est exactement la même. À l'origine, c'était la même. Donc, non, c'est un produit qui, aujourd'hui, n'a aucun intérêt. Mais qui, à l'époque, était emblématique. Mais sans l'iPod, il n'y aurait pas d'iPhone. C'était chouette. Ils ont tout pensé, c'est pareil, on se dit, la connexion FireWire, elle vient de là. Le fait de transférer comme ça plein de morceaux en quelques minutes, c'est... Là, ils se sont perdus. Après, c'est parti en sucette. Moi, c'était le shuffle où tu n'avais pas d'écran, tu n'avais rien, tu ne savais même pas quel morceau tu mettais. Mais c'était le concept, c'était le pyromètre, quoi. C'était trop bizarre. Moi, je n'ai pas eu d'iPod, mais... En fait, c'était plus... Je me souviens des pubs de l'époque où c'était genre, quand tu vas courir, en fait, tu le clips à ton... Oui, c'était ça. Il y avait ça, et je pense qu'il y avait l'idée de dire aussi, quand vous écoutez de la musique, le premier truc qui te vient à l'esprit, c'est un truc que tu aimes, et du coup, tu finis en fait par écouter
souvent les mêmes trucs. Ouais. Et du coup, pour retomber plus souvent sur des trucs que tu n'écoutes pas tous les jours, le fait de te mettre en aléatoire était peut-être pas idiot, mais je sais pas si ça a cartonné. Après, moi, je me rappelle qu'iTunes, c'était une putain d'usine à gaz, quoi. Ouais. iTunes, parce que tu l'utilisais sur PC. Déjà, ça, c'était de la merde. Et je me souviens, les premiers iPhones que j'ai à l'époque, il faut pas oublier que pour paramétrer ton iPhone, il fallait le brancher sur iTunes pour le custom, enfin le lancer, quoi. C'était un enfer. Non, mais c'était un environnement très fermé. Enfin, l'iTunes Store, il arrive en 2002 pour pouvoir aussi acheter les titres individuellement. Enfin, c'était un truc tellement révolutionnaire. Ça. C'est rigolo quand on voit l'évolution. C'est plus petit. Plus petit. Et il y a un moment, tu dis, frère, sors un pitch. Et regarde, on y retourne. Et l'iPod Touch sur l'iPhone 3. Ah ben c'est sorti au moment de l'iPhone ou pas? Il est en même temps que l'iPhone. C'est ça, hein. Il a 2007, c'est l'iPhone. Donc c'était en début d'année, mais il reprend le design. C'est le design de l'iPhone qui a inspiré l'iPod Touch, c'est pas l'inverse. Non, c'est le design de l'iPhone qui a inspiré l'iPod Touch. Ils ne sont pas emmerdés, ils avaient le même châssis. Fait une version sensible. Ils avaient le même châssis. Sans ça, pour moi, en fait, l'iPod Touch a toujours été l'iPod des gens qui n'ont pas l'iPhone des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter l'iPhone. C'est juste ça. Mais $400 à l'époque. Donc 350. Ça veut quand même dire qu'Apple a réussi à vendre à des gens un téléphone qui fait tout sauf téléphone. Ah mais c'est fort. Il fait quoi ton téléphone? Tout, mais il appelle pas parce que j'ai pas les thunes, mais bien. Hein. Tu rigoles, c'était ma fille plus petite avant d'avoir un téléphone. Pour les ados, c'était bien. Et elle cherchait l'appli téléphone. Je lui ai dit, on ne peut pas la télécharger, ce n'est pas un iPhone, tu n'auras pas de téléphone dessus. Au final, ils ont raison, parce que qu'est-ce qu'on fait sur nos smartphones aujourd'hui? Enfin, l'appli téléphone. Ce qu'on appelait, c'est sûrement ce qu'on fait le moins. Même les textos aujourd'hui, tu passes par un WhatsApp. Mais c'est lié aussi à l'évolution de la 4G, machin, tout ça, parce que quand tu captes pas, tu te souviens pourquoi c'est pour ça que l'iPhone et les smartphones en général ont explosé à partir du 3GS et à partir de la 3G en fait. C'est surtout ça, parce que le première et deuxième génération. 400 millions quand même vendus, plus de 400 millions d'iPod. Donc si vous en avez un maintenant, gardez-le précieusement, il est encore collector. Ils sont mis à jour, ils étaient encore mis à jour sous iOS. Et là, ils ont juste annoncé qu'il n'y a plus de production. La production est officiellement arrêtée. Je pense que ce n'est pas maintenant seulement. Donc, c'est jusqu'à épuisement des stocks. Allez, régalez-vous. C'est le moment ou jamais. Ce qui est normal, mais en même temps... Il y a un truc que je reconnaîtrais à Apple comme très, très vite fait, excuse-moi, c'est que même si j'aime pas ce qu'ils font, clairement, l'iPod a mis une claque à tout le monde et a boosté le marché de la tech très très rapidement. C'est un des rares produits où même moi qui suis parfois un petit peu corrosif avec Apple, je suis ça fait partie des produits qui boostent une industrie, comme Tesla a bougé les véhicules électriques, comme Free a bougé les services Internet en France et téléphoniques. Ça a bougé l'industrie de la musique énormément, même si au début l'industrie est un peu réticente, parce qu'évidemment quand on t'explique qu'on va peut-être aller négocier tes parts, voilà. Mais aujourd'hui il n'y aurait pas, selon moi, de services de streaming musicaux, sans le fait qu'on pouvait avoir à l'époque de la musique à la demande. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai truc, c'est la force de pouvoir faire ses propres playlists depuis son ordinateur, donc de en fait, sortir la musique d'une simple chaîne hi-fi ou d'un Walkman, de ces trucs traditionnels. Avec l'assurance de la garantie, il disait toujours, les gens téléchargent illégalement parce qu'en fait, ils n'ont pas d'alternative. Et c'était vrai. Si tu voulais chercher des très vieilles chansons, tu voulais, moi je me souviens avoir téléchargé comme une sauvageonne à l'époque. D'alternatives abordables. Parce abordable, oui. Des alternatives, t'en trouves, mais c'est simple, abordable et en quelques clics. Pourquoi on téléchargeait sur Napster? C'était pas seulement pour avoir un titre pas cher, parce qu'au pire, tu allais acheter ton CD 2 titres ou je ne sais quoi. Moi, je m'en suis servi pour, à l'époque, rechercher des vieux trucs que je n'arrivais pas à trouver. Et il y avait toujours un fou qui l'avait téléchargé et mis à dispo en individuel. Et j'ai fait des compiles de trucs qui n'avaient absolument rien à voir. J'en ai plein de CD, on en a eu des CD blancs avec des trucs écrits au feutre dessus. On en a eu. Donc voilà. Donc RIP les grosses pochettes, tu sais, avec la collection dedans. RIP petit iPod, 20 ans quand même. 20 ans que ça existe, cette chose. Eh bien, il était l'heure, voilà, que ça disparaisse. Par contre, il y a un truc qui ne disparaît pas, on va rester dans le domaine du son. Je suis en train de te lancer. Parce que je t'avais pas mis. Il est formidable, mais tu vois. On reste dans le domaine du son, mais cette fois-ci, on part chez Sony. Et bien voilà. Qui sort un qui meurt et l'autre qui arrive. L'autre qui naît. Le XM12. On est au 5 là. C'est que le 5. C'est que le 5. M5. WH 1000X M5. Toujours des noms aussi. Je suis toujours pas fan des noms choisis par Sony, mais au moins on sait quand on dit ça, on sait de quoi il parle. Donc le voilà, tout nouveau. Comme Pépé n'est pas là, je le remplace. C'est le nouveau casque référence. Avec un vrai nouveau design pour le coup. Chez Sony. Donc comme on n'arrête pas de vous dire tout le temps du bien du 1000X M3, du 1000X M4. Là, le 1000X M5, il change en effet, comme tu dis, la donne. Voilà.
Gilles, on n'arrête pas de dire du bien Petite du inspiration. XM3, du XM4. Le 5, il pue. Je me prononce pas, je l'ai pas testé encore. Ouais, j'ai lu quelques tests, non, globalement. Non, globalement, ça reste super globalement, on prend une recette qui marche. Design, par On contre. prend une recette qui marche. Voilà, les premiers tests disent c'est pareil. Donc, Pépé voilà. nous fera le test à Voilà. son retour, Exactement, évidemment. le confit. Premier changement de taille. Eh ben, on ne peut plus Il le est plus plier. pliable. Ferme plus, bordel. Il est plus Ça, c'est le pliable. truc qui me C'est détruit. comme le Bose 700 C'est et ça. moi j'avais pas Feeling, aimé pour feeling ça. de Bose 700, quoi. Voilà, vous avez une grosse, coup, la pochette, Ah, qui est énorme. forcément. Mais il est aussi dans un design, alors arceau plus fin. Je ne sais pas si on le voit. Tiens, tu veux le montrer à la caméra peut-être? Vas-y, c'est par rapport au Arceau confort, plus fin, ça vas-y, surprend, je vais montrer mais toujours rembourré. Il est en plastique, ça se sent, je trouve énormément. Mais on nous explique que c'est du plastique recyclé. Ah oui, il est Donc, léger, hein. Punaise. Il est ultra léger, il fait 250 grammes. 254 grammes pour être, Il n'y pour avait être pas une clair. histoire de cuir vegan ou un truc comme ça? Ah non, il me non, semblait non, ça suffit. Non. Non, j'en sais rien, peut-être. Mais, mais non, je ne veux pas savoir. Voilà, le gros truc du design, c'est ces branches. Donc désormais, il n'y a plus de fourche. C'est une branche unique qui permet de faire une Il est rotation effectivement très très léger, large. Les boutons là. Pas d'étanchéité annoncée. Les coussinets ne sont pas détachables. Ça, on espérait sur le nouveau modèle, mais Je vais non. le mettre sur mes oreilles. Bon, après, je vois pas le mec avec ça sur la tête dire allez, je vais dans la piscine, les gars. Bah let's non. go. Non, mais éclaboussure et tout, Ouais, si tu s'il veux pleut, courir, si s'il tu pleut. veux, c'est juste des trucs Oh, des là, trucs bêtes comme ça. il supporte même pas la pluie. Bah, apparemment, il n'y a pas de certification. Hein, donc, Oh, Bon, l'isolation, elle est où? gars. Parce que là, la réduction de bruit n'est pas activée, je vous entends pas. bah, tu vas voir, on va y venir. C'est justement un des points forts. Ça va. Cette blague, elle est trop connue, Maxime. Bon, ils ont réduit les transducteurs. Ah, c'est On a impressionnant. 30 mm de diamètre contre 40 avant. Alors, D'accord. why not? Il faut tout réduire. Ah ben, Voilà. voilà. C'est limite en direct, là, tu vois. Limite, limite, quel un talent. léger différé, quoi. Quel talent, ce pépé. Alors, ils annoncent quand même qu'ils ont mis des diaphragmes plus rigides et plus légers dedans, quand même, en fibre de carbone, pour expliquer aussi la légèreté de l'ensemble. Ça entraînerait, ce changement, une hausse de la qualité audio, donc ça, on s'en mettra à Pépé pour vérifier, et un rendu plus naturel. Côté codec, prise en charge codec audio Bluetooth, SBC, AAC, LDAC. Donc là, La on est bien. totale. Évidemment, c'est du Sony, donc c'est compatible iRes, sinon c'est pas drôle, sans fil. Avec l'algo, comme d'hab, pour upscaler tout ce qui est qualité un peu trop compressée. Donc sur la qualité audio, on est normalement aussi bien, un peu mieux. Les premiers tests qu'on a lus, en effet, disent que c'est pas la folie non plus, c'est kiff-kiff. Mais là où eux font une grosse promesse, c'est la meilleure réduction de bruit du marché. Ah, on y est, Sachant parce qu'elle que était déjà pas là, mal. t'étais en train de me dire, c'est tout comme avant. Bon, bah pourquoi on en sort un nouveau? Eh ben, non, mais c'est vrai, c'est une vraie interrogation. Comme tu dis, le dernier est sorti il y a 2 ans. Vraiment quasiment pas de différence. Ben voilà. Moi, j'ai un 3, j'ai aucun intérêt à acheter le 4. Moi, voilà. Celui-là, bon, après, en vrai, moi, c'est vrai que le côté papillon, ça me fait un peu chier. Ouais, ça c'est Puis, le bah, design. non, La je grosse, suis plus la grosse pro nouveauté, RS. c'est vraiment le design. Le reste, Ouais. c'est de l'amélioration. Il est sorti il y a 10 ans. Attends, à un moment donné, il y a quand 2 tu as ans, un le produit au Mix top, M4. surtout sur l'audio, qu'est-ce que tu peux faire? Mais en fait, c'est ça. Tu vois, c'est quoi ta marge de progression, quoi? On devient exigeant avec Sony alors que c'est avec le Bose le meilleur C'est casque. les maîtres étalons du C'est marché, point barre, absolument hein. quoi. Sur la réduction de bruit, ils annoncent la meilleure réduction de bruit du marché, qui était déjà quand même, à mon avis, la leur. Quasiment la meilleure, ouais. quasiment- Il y a encore des petits efforts à faire dans le sens où la réduction de bruit marche giga bien. Par exemple, quand tu es dans un avion, les bruits de Eh ben voilà. turbulence, Ah de ouais. moteur, machin, ça t'entends pas trop, mais tu vois, les voix, Eh ben elles là-dessus- passent encore un petit peu parce que c'est pas un son plat, tu vois. C'est un Et bien son là-dessus, de- ils ont amélioré. Voilà, théoriquement, ils ont amélioré. Ils ont mis 8 micros. Donc c'est quand même 2 fois plus que sur le modèle précédent. Donc là, Quand même. normalement, ça te capte tout, ça comprend Ouais, tout. ouais. Ils ont mis une fonction qui s'appelle Auto NC Optimizer, qui est justement, en fonction de ton environnement, adapter la réduction de bruit. Donc ça, c'est pas mal. Tu as du processeur, comme d'hab, qui gère tout ça. Donc pour être capable d'améliorer, et notamment, ils ont annoncé que sur les voix, sur les médiums et sur les voix, ils avaient fait un énorme travail pour mieux couper ce que tu dis et améliorer ça. Ils ont un capteur de pression atmosphérique pour comprendre que tu es dans l'avion et qu'il faut aussi adapter la réduction de bruit. Tu vois, ils ont poussé quand même la réflexion très très loin. Il y a une puce qui est dédiée à ça Ok. dedans. Donc, on est vraiment sur de la réduction de bruit. Et même, ils annoncent le tissu technique sur les micros est là pour filtrer encore mieux les bourrasques de vent. Oui, donc en fait, c'est C'est normal vraiment que tu la n'entendes grosse rien. évolution, c'est la réduction de bruit. C'est la réduction de- L'utilisation de la réduction. Ouais. Tu as 2 processeurs, un autre processeur HDQN1 qui était déjà présent sur les écouteurs. Non, la nouvelle puce V1 qui était déjà présente sur donc les 1000X M4 écouteurs. Et un autre processeur pour gérer tout ça. Je veux dire, tu as quand même 4 processeurs quasiment qui gèrent la seule réduction de bruit. Dans ce format. Dans ce format-là, quoi. Donc,
On est quand même assez loin. 30 heures d'autonomie, ils annoncent, donc c'est comme toujours, hein, tu sais que c'est la même chose que le. C'est comme le précédent, donc ça doit être plus ou moins sans ANC, plus ou moins sans rien. 3 minutes de charge pour 3 heures d'autonomie. Oui, ça c'est violent, ça. Et toujours les fonctions traditionnelles, donc le speak to chat qui fait que quand tu as le casque sur les oreilles, si tu te mets à parler, il détecte ta voix et il coupe. La musique, ça c'est bien quand tu veux. C'est un équivalent de mode transparence en fait amélioré. Tu sais on pourrait aller encore plus loin, d'avoir une mini caméra dessus, dont le but n'est pas de filmer, mais plus de repérer quand quelqu'un s'adresse à toi. Quand quelqu'un te regarde et te parle, un capteur. il coupe le son. Parce que là, c'est quand toi tu parles, mais du coup, si quelqu'un te pose une question. Je me demande si ça marche pas dans ce sens-là. À vérifier. Samsung le faisait sur ce Galaxy. Ouais, c'est pour ça que je ne serais pas étonné que ça marche. Mais je l'avais activé moi, sur... Mais le problème, c'est que ça peut être tricky, parce que vu qu'ils sont dans la rue, qu'il y a un mec parle à côté de toi. Si je suis dans le space, le but, c'est de couper les voix des autres. Ouais. Je l'ai activé, moi, sur mes intras, du coup, qui a à peu près ce mode-là de quand tu parles, machin, mais j'ai fini par le désactiver parce que dans le métro, du coup, c'était. En fait, on ne parle pas à moi. Donc, ouais, c'est ça. Dès que tu as ton voisin qui parle un peu fort, ça coupe. Pour ça, tu vois, il y a un genre de mini Kinect. En vrai, qui n'est pas là pour vraiment faire de belles images, mais juste pour comprendre comme l'environnement. le beamforming, tu sais, qui maintenant de LiDAR. Qui est capable de savoir que la personne qui parle face à toi et d'accentuer sa voix pour que tu comprennes mieux. En fait, le faire un peu dans cet esprit-là. Il n'y a pas de Bluetooth Low Energy Audio, qui est ce nouveau Bluetooth qu'on attendait et qui n'est pas annoncé, il n'est pas annoncé compatible sur ce casque, alors qu'il va être annoncé dans Android 13. Donc c'est un peu dommage là-dessus. Je pense qu'ils ont peut-être. Apparemment, ouais. Donc ça, pour rappel, c'est ce qui va aider à la latence dans le jeu mobile. Tu confirmes bien ce que tu as dit. C'est bien 3 minutes de charge pour 3 heures d'écoute. C'est ce qu'ils ont dit, ouais. C'est ça. Ouais. Il y a une charge rapide. Ça impressionne dans le chat. Mais moi, ça m'a impressionné sur le papier. Donc j'attends de voir si c'est. Il faut tester. Tu viens de le recevoir là. Et on l'a ouvert. Je vais même vous dire, c'est Max qui est le premier l'a mis sur sa tête tout à l'heure quand je l'ai ouvert. Il est arrivé directement ici, quoi. Il vaut plus cher désormais. Je suis étonnée, il y a un truc que tu m'as pas demandé. On sent que tu reviens, il faut que tu reprennes tes marques. Je me doute du prix, ça n'a pas bougé. C'est le prix du XM4. 420. Donc on est parti au-dessus, on a pris 40 €. Oui, parce que c'était 3,79. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais c'est parce qu'en fait, il ne prend pas la place du XM4. Le XM4 reste du coup à son prix de 299. Oui, il a et lui passe à 100 balles. Donc c'est un XM4 avec plus de réduction de bruit, en gros. Mais honnêtement, il est toujours moins cher que les AirPods Max. Oui, mais c'est pas pareil. Combien AirPods Max 600 et des brouettes, 620. Alors, le prix de base, maintenant, je pense que tu le trouves à moins cher, mais ça m'intéresse. Je sais pas. C'est plus à 500 balles. Apple, donc ça marche autour de 500 balles, ouais, ou entre 5 et 6. Ça m'intéressera toujours du coup d'avoir Pépé qui pourra nous dire, parce que lui, il est constamment avec les AirPods Max. Ça m'intéressera de le voir dire j'ai changé de casque préféré. La réduction de bruit des AirPods Max est a priori la meilleure actuellement. Ils sont arrivés pour le coup, ils ont été très en fait, la balance entre la réduction de bruit et la qualité audio, que tu n'es pas l'un privilégié à l'autre, ils sont très très bons. Mais ils sont très très chers. Mais voilà, c'est ça. Même moi, je ne l'ai pas acheté. Dispo noir, mat ou argent, courant mai, ça arrive là. C'est pas encore dispo, mais ça arrive. Eh bien, écoute, vous savez désormais, et vous allez pouvoir vous équiper pour cet été, évidemment, si vous partez en voyage. Voilà. Et Pépé nous fera un très très beau test, puisqu'il était à New York avec le casque sur les oreilles. J'imagine que, d'ailleurs, c'est probablement le but, que ça sorte avant l'été. Bah oui, je te dis là, c'est dans les prochains, d'ici la fin. Parce que c'est malin de sortir un casque avant l'été, alors qu'il fait chaud, et que les gens n'ont pas envie d'avoir. Enfin, les gens prennent l'avion, tu vois. Ouais, c'est ça, ces casques-là sont pensés comme des casques de voyage. C'est pour des casques de voyage. Pour moi, par exemple, aujourd'hui, si les casques, c'est vraiment quasiment. Moi, maintenant, depuis que je suis passé au trou wireless, j'ai vraiment beaucoup de mal à avoir un casque dans la rue et tout. Par contre, dès que je voyage, mais bon, là, on recommence un peu à voyager. C'est irremplaçable un casque. En avion, moi, les casques. Plus jamais sans. Ouais, non, mais c'est vrai, je trouve ça plus confortable. Et en effet, rien que t'isoler du bruit ambiant. Parce que même les AirPods dans l'avion, j'ai essayé. Le problème, c'est qu'avec la pression, ça te défonce les oreilles. J'ai fait une fois, pas deux. Il ne faut surtout pas. C'est très dangereux. Enfin, c'est pas dangereux. En fait, on en parlera une fois dans l'émission. Pour le coup, j'utilise tout le temps mes AirPods dans le. Tu ne t'endors pas avec, et surtout pas avec la réduction de bruit. Il n'y a rien de plus mauvais. Déjà, la réduction de bruit, il faudrait ne pas l'avoir en permanence. Quand tu es chez toi, par exemple, tu n'en as pas besoin et il faut vraiment la couper parce qu'en fait, c'est quand même un bruit contraire qu'on vous envoie dans l'oreille. Et il y a eu des gens qui ont eu des problèmes de surdité plus ou moins temporaire, de garder pendant des heures et des heures des écouteurs avec l'ANC activés dans l'oreille. C'est giga flippant ce que tu dis. Mais je te ferai venir ici des experts. Moi, j'ai tendance à le garder tout le temps. Il ne faut surtout pas, ne vous endormez surtout pas avec. Alors, des intras, c'est encore pire, mais avec un casque. Moi, ça m'est arrivé de dormir avec mes AirPods parce que j'avais besoin de m'isoler ou de. Non, il faut surtout pas. On habite à Paris, des heures et des heures. Pas le choix. Et l'ANC, en fait, il faudrait l'utiliser
Quand c'est vraiment nécessaire. Temporairement, quoi. C'est quand même un... En fait, si vous avez besoin d'un silence total, le mieux, c'est un casque de chantier. Le mieux, c'est les boules caisses. Ouais, ou les boules caisses, ouais. Ou déménager au fin fond de la Bretagne. Non, mais, Oui. non, mais voilà. C'est aussi une solution. Ça, c'est mon tips avion. Vraiment, ne mettez pas vos écouteurs et des intras avec Surtout de si l'ANC. c'est des intras. Des casques, moi, Ouais. je le sais, je les fais, Les ça casques, va. les casques, vous allez le sentir de toute façon. Vous allez avoir la pression. Les intras, Mais voilà, il y a des ingé-sons de célèbres chanteuses qui se sont retrouvées comme ça avec une surdité. Perte auditive. Ouais, faut pas que enfin voilà, perte auditive en ayant dormi dans l'avion avec des. Ok, particulièrement inquiétant. On va continuer avec Kotaksu qui va nous parler des premières images du Galaxy Fold 4. Oui, tout à fait, puisque on l'a vu plus d'une fois en fait dans le JDH, mais aujourd'hui la concurrence elle est vénère. Évidemment, on attend Samsung au tournant avec le Galaxy Fold 4 parce que c'est la première fois qu'il y a une vraie concurrence. Jiraya, une nouvelle OP. Alors, j'ai envie de dire, invite-moi s'il te plaît. Et du coup, cette semaine, OnLeaks, donc un fuiteur extrêmement connu du milieu et bien réputé, s'est allié avec SmartPrix pour nous offrir en fait les premiers rendus SmartPrix. Ouais, SmartPrix. C'est un supermarché. C'est bizarre parce que c'est écrit à la française, mais c'est pas du Mais tout. non, SmartPrice. Oui, c'est ça qui est trop bizarre. Un site. X. Ah ouais, ça s'écrit. Donc c'est Prix. SmartPrice. Ah, je connaissais. Ça Je crois que s'écrit à c'était la Price. française. C'est la première fois que j'entends parler de ce site. Mais bref, voilà. fait Du très coup, Lidl, on a les premiers rendus et les premières confirmations du nouveau entre guillemets design du Galaxy Fold 4, puisqu'en fait, malgré les rumeurs qu'il intègre un S Pen, qu'éventuellement il change un petit peu de format. Au final, c'est un Galaxy Z Fold 3, ouais, à peu de choses près. Alors, il y a quand même quelques modifications assez intéressantes, notamment sur le ratio de chaque écran, puisque en interne, on a un ratio de 6/5 au lieu de 5/4. Donc légèrement plus large. Et en externe surtout, on passe de 24/5/9, donc un bon gros bâton dans les mains, à 23/9, donc légèrement plus petit. Là où les concurrents en fait ont pris un format de smartphone assez classique, là ils essaient de faire un truc un peu en demi-teinte. Ce qui veut dire que tu n'auras pas te défoncer le pouce pour arriver en haut. Voilà, mais bon, c'est tellement léger. On parle d'une modification de 0.6. Tu vois, en termes de ratio, donc ça va être extrêmement léger. Surtout, ce qu'on peut voir aussi, c'est au dos, les 3 capteurs qui sont très très protubérants, qui tendent à dire qu'on devrait avoir la même configuration photo qu'un Galaxy S22 Ultra qui a exactement ce même design que là, sachant que voilà, pareil, c'était le S21 Ultra ici, donc ça reprend un petit peu les trucs. On ne sait pas aussi un truc, c'est est-ce qu'il va se fermer à plat cette fois-ci? Contrairement à ici, on a toujours il y a un petit passage. Le petit passage qui laisse passer. Depuis le début, alors que les concurrents, eux, ont réglé ce truc. Donc voilà, pour l'instant, en fait, tout ce qu'on sait du Galaxy Fold 4, finalement, c'est que ça va être un petit peu la même chose. 3.5. Voilà, ça va être un 3.5. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, quoi, en termes de puce, par exemple. Après, voilà, la rumeur veut que ce soit Snapdragon 8 Gen 1. Enfin, on reste sur du premium, donc ça va pas beaucoup bouger non plus, quoi. On aura confirmation, généralement, c'est fin août, début septembre, qu'il y a une présentation Samsung. Donc c'est le moment où on les verra. Mais pour l'instant, si vous attendiez le Galaxy Fold 4 pour craquer, vous allez attendre encore un petit peu longtemps. C'est peut-être l'occasion d'acheter un 3 moins cher, du coup. Voilà, moi je dis le 3, le 3 immédiatement. Le 3, il est très bien. Après, qui sait, ça se trouve, il y aura une surprise sur l'autonomie ou les trucs comme ça, parce que ça reste quand même un terrain sur lequel il y a besoin d'évolution assez vénère. Peut-être sur la résistance aussi des verres à l'intérieur. Mais bon, là, comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être juste une petite amélioration en attendant l'année d'après, quoi. Bon, on verra évidemment si ça va convaincre peut-être de nouveaux acheteurs. Moi, je acheter crois le que Fold 3 en solde et ce sera très bien. Ça ne me parle toujours pas. Par contre, je me dis que ces multiplications de formats d'images, enfin de taille d'image, de ratio d'image, c'est toujours aussi chiant pour les développeurs, quoi, parce qu'il faut encore adapter à un nouveau format, ton truc. Dans les faits, oui et non, parce que on va le voir un petit peu plus tard, mais Android, à partir de la version 10, il me semble, et ça s'est amélioré petit à petit, a créé des API qui te permet, en fait, en tant que développeur, d'adapter très facilement les éléments, comme en fait on le fait sur le web. Quoi. Voilà, responsive, exactement. Comme on le fait sur le web. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, et ça va l'être encore plus, de développer pour tous ces ratios différents que ça ne l'était effectivement il y a 3-4 ans de cela, quoi. Quelqu'un dans le chat te demande c'est quel modèle de Chromebook Acer? Anki, c'est le 14 pouces, le CB314, voilà, c'est ça. Un modèle qui coûte pas cher et qui est très bien. Voilà, eh bien tu as la réponse à ta question. On revient du côté de Mélinda qui du coup a été voir Sonos et qui nous a ramené du coup des infos. Oui,
Je vais tout vous raconter. Sonos, donc pour ceux qui ne savent pas, est un spécialiste américain du son. Ils font des enceintes, ils font des barres de son désormais, et ils sont vraiment, alors on a tendance à dire c'est un peu le Apple du son dans la maison, et c'est vrai qu'ils ont ce fonctionnement très écosystème. C'est très propriétaire, c'est très propriétaire, mais c'est simple. C'est très efficace et c'est très simple d'utilisation. Ils avaient des produits qui étaient quand même assez chers. Oui. Ils sont en train... Apple. Ils sont très Apple, mais ils sont en train, eux, de descendre en prix ou d'élargir la gamme. Vous dites comme vous le sentez. C'est même surprenant qu'Apple n'ait pas racheté Sonos tellement ils ont les mêmes manières. Il y avait eu des rumeurs, mais je pense qu'ils n'ont pas besoin, en fait. Ils sont tellement en partenariat déjà que, tu vois, il n'y a pas de... Là-dessus, ils n'ont pas de problème. Et donc, nous étions à New York pour voir la nouvelle barre de son qui s'appelle Sonos Ray. Alors, pour ceux qui savent, il existe déjà la Sonos Beam, la Sonos Arc, qui étaient des modèles assez premium dans les envies, plus cher forcément, et surtout la Arc beaucoup plus grande, parce que là, c'est vraiment leur objectif, c'est avoir une barre qui va à l'essentiel, elle a l'air petite, en petit format. Elle fait, pour vous donner une idée, là, elle fait 55 cm de long, quand on était à 65 pour la Beam et 1,14 m pour la Arc. 1,14 m. La Arc, elle est énorme, mais la Arc, elle fait la totale. Elle fait du Atmos, des PSX, du son multidimensionnel dans tous les sens. C'est tout. C'est une barre qui est tout en un. Donc, il n'y a rien d'autre à ajouter de base pour l'utiliser. Il n'y a pas de caisson, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais vous pouvez en option prendre les caissons chez Sonos, évidemment, ou rajouter des Sonos One. Donc, voilà, elle existe en blanc et en noir. On est sur le minimalisme à la Sonos. Le design, j'aime beaucoup. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu le son. Sans caisson de basse, on ne se fout pas de notre gueule? Ah non, alors pour le coup, moi j'ai une Beam chez moi, que j'ai branché avec des Sonos One pour faire un système 5.1. Là, de base, alors à réécouter en test, parce qu'on a eu la même remarque avec Pépé, on a trouvé qu'il y avait, pour une fois, par rapport au son Sonos qui est très neutre, un peu plus de basse. Ah ouais. Donc on verra, mais comme leur idée c'est de la mettre, que tu puisses la mettre dans un meuble, ils ont mis tout le système audio sur l'avant. Donc les deux tweeters, les deux mid-woofers, un autre système qu'ils appellent Bassflex qui permet justement d'amplifier le son, tout est mis sur l'avant. Donc théoriquement, vous pouvez la mettre sous votre télé dans votre meuble sans avoir caisse de résonance. Mais là, on a trouvé qu'il avait mis un peu trop au fond et que ça faisait un peu caisse de résonance. Donc les basses, ouais. Tu as parlé d'Atmos? Elle est pas compatible. Dolby Atmos, elle est Dolby... Ah non, elle va au mini. On a toutes les images de Pépé. Il est partout. Même quand il n'est pas là, il arrive à être là. J'ai envoyé des photos, on met les vidéos de Pépé, bravo. Et donc tout est sur l'avant et tout est orienté, un système orienté pour aller vers toi ou rebondir sur les murs pour faire. Il n'y a pas de micro par rapport à la Beam à l'Arc. Il n'y a pas de micro, donc pas de commande vocale. Il y a vraiment les contrôles tout simplement dessus. Et elle décode le 5.1. Donc si tu veux rajouter du système, tu peux y aller. Mais elle est vraiment conçue pour les petits environnements, les petites télés, parce que si tu la mets devant ton écran 70 pouces, elle a l'air ridicule. Et les petits budgets. Et les petits budgets, because 299 €. Donc là, petit budget. Oui. Non, petit budget Sonos. Sonos. On est à 480. Non, mais tu peux toujours acheter un truc à 100 balles, hein, tu sais. C'est ce que j'ai fait. Non, mais qu'est-ce que tu as comme équivalent ailleurs pour ce prix-là, tu vois? Voilà, c'est ça. Pour le coup, elle a quand même la qualité du son. Et là, la facilité d'utilisation et de configuration. Et là... On nous dit dans le chat que l'appli de calibrage n'est pas compatible Android. Non, toujours pas. Ça, c'est vrai. Alors, donc en fait, c'est un peu racheté par Apple au final. TruePlay, qui est vraiment une innovation au top de Sonos et qui a commencé à être pris un peu partout, c'est ce système où c'est votre iPhone qui configure en fait en fonction de la pièce où vous êtes. Ça, j'avoue, chez Sonos, c'est un truc qui est nickel et qui fait que la calibration du son dans ta pièce, il n'y a rien à dire. Donc ça change un peu de... Tu vois, moi, mon système son, j'ai dû mettre un micro sur un pied que tu mets à peu près au niveau de l'écoute de la personne numéro 1, puis il te fait toute une calibration. Après, il te dit de le déplacer à la personne numéro 2, tac, 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 il t'envoie plein de sons, numéro 3, nanana. Ah non, en 2 minutes, c'est plié. Tu te mets comme ça avec ton iPhone, tu te balades dans ta pièce, tu fais des mouvements comme ça, et en 2 minutes, il a calibré la pièce. Et ça pour le coup, c'est top, ça marche dans tous les produits Sonos. Et même la ROM, qui est la petite enceinte Bluetooth Nomad, qui a ça aussi, elle est capable ensuite de s'ajuster. Si tu la sors, si tu la changes de pièce, elle s'ajuste toute seule. C'est vrai que ça, c'est une super innovation qui n'est valable qu'avec un iPhone. Ça, c'est pas forcément le truc le plus cool. J'avoue, pour les gens d'Android, désolé. Mais on testera à plus long terme cette barre de son. C'est vraiment leur idée d'avoir un produit
pour attirer des nouveaux utilisateurs. C'est un produit d'appel. Ouais, c'est un produit d'entrée pour Sonos en gros. Voilà, pour Sonos. Tu veux une barre de son Sonos, tu sais que la BIM et la Arc sont très très bien. Ouais. Tu fais des compromis. Il y a des alors ils n'aiment pas qu'on dise compromis. Quand j'aurais dit ça, ils m'ont fait non, pas du tout. C'est pour tout le monde, mais tu n'as pas de micro, tu n'as pas de ton système audio, tu n'as pas de Dolby Atmos, tu as du Dolby Digital et du DTS. Donc c'est quand même déjà pas mal. Hein. Enfin, tu vois, pour les gens qui vont acheter une barre à 300 balles, ils veulent pas l'équivalent de la Arc. Il y a ça même aussi. De toute façon, quand on te promet du Atmos avec un truc, bon, ça fait rigoler quand même. Voilà. Le seul truc qui m'a vraiment surpris, Atmos, dans les connectiques, vous ne la branchez pas en HDMI. Vous la branchez avec le câble optique. Et ils promettent que ce sera exactement la même chose qu'avec un HDMI, parce qu'ils se disent, les gens qui... Ça, oui. Oui, voilà, mais sauf qu'il faut que les gens aient le câble qu'il faut, il faut qu'ils aient une source qui a une sortie optique. C'est ce que je leur ai dit. Et alors là, ils me disent, mais en fait, on a regardé le marché. Depuis 20 ans, tous les téléviseurs, la grosse majorité, ont une sortie optique. Il dit, le problème qu'il y a, c'est qu'on vise avec ces gens-là, avec cette barre-là, des gens qui ont des petits écrans, donc c'est souvent 55 pouces et moins. Et donc, il y a peu de prises HDMI. Il dit, on libère une prise HDMI. Et ça, c'est vrai que, par exemple, moi qui ai branché ma BIM sur la prise iArc de la télé, bah ouais, mais derrière, quand tu as des consoles et des machins, ta box télé et tout, tu n'as plus de place. Là-dessus, c'est vrai. Moi, j'attends de voir si tu peux faire exactement la même chose. Du coup, en fait, tu branches la sortie optique de ta télé à l'entrée optique de ça. Donc, ça veut dire que tu ne branches pas la sortie optique de ta Xbox, par exemple. Bah, tu pourrais. Ouais, mais ça veut dire que dès que tu passes sur la PlayStation, il faut débrancher. Alors, ils avaient réussi à nous faire des systèmes, je ne sais pas comment, et là je m'en suis remis à Pépé qui devait demander, via l'Ethernet, en fait, en connectant après des trucs en Wi-Fi, de mettre des adaptateurs, parce qu'il existe apparemment des adaptateurs aussi, si vraiment vous y tenez, optique HDMI. Voilà, on peut faire tout ça, mais voilà. Mais concession, comme je te dis, concession sur le prix. Dès que tu vas mettre des adaptateurs, dès que tu vas passer par du Wi-Fi, machin, tu vas te prendre du délai dans la gueule. Ça va être mais ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est une barre comme une première approche pour des gens qui aiment bien Sonos, par exemple, et qui n'ont pas de... Ils ont, en 3 ans, multiplié quasiment par 2 leur audience, leur pool de consommateurs avec tous leurs produits. On est quand même sur un truc énorme. Pour ça, ils ont fait des partenariats avec Ikea, souvenez-vous, sur des enceintes et l'espèce de tableau enceinte dont on avait parlé. Ils ont sorti des enceintes Bluetooth, donc la Move, qui est quand même un gros paquebot, et la Sonos Roam. Et la Sonos Roam, là, on l'a vu, elle était noire et blanche comme tous les produits. Ils la déclinent en couleur. Quand tu fais de la couleur, c'est que tu vises une audience beaucoup plus jeune, beaucoup plus grand public. Je ne sais pas si on a les photos, elles arrivent en 3 couleurs. Sonos Roam. Est-ce qu'il y a du rouge ? Il y a un terracotta qui est pas mal. Je t'avoue que moi, le terracotta... Un petit terracotta. Alors, non, mais eux, ils te disent... Écoutez-moi cette commerciale. Mais c'est moi qui appelle ça terracotta, parce que je trouve que c'est pas rouge, c'est terracotta, je suis désolée. Il est de quelle couleur t'as montré ? Elle est pina colada. Non, mais terracotta, c'est une couleur, excusez-moi, les mecs. Non, honnêtement, pour moi, c'est pas rouge. Enfin, tu vois, c'est sable, terracotta. C'est un terracotta, je suis désolée. Sa voiture à Sex on the Beach, il faut le savoir. Elle est rouge. Important. Mais alors, il y a quand même un autre truc qui était assez drôle. Alors, 199, j'ai pas dit l'enceinte, elle existe déjà. Tout arrive. Non, l'enceinte est déjà disponible en couleur. La Sonos Ray arrive le 7 juin. Ok. Avec ça, ils ont fait une annonce qui est un peu passée sous le radar, mais qui était intéressante. BIM couleur, ça sort quand ? C'est dispo. Ça y est, c'est déjà dispo. C'est dispo depuis le 11. Pour le vert, bleu et rouge pastel. Voilà. C'est dispo. Allez-y, vous pouvez y aller. La Sonos Roam est une très bonne Ça marche aussi, hein, la vraie couleur. Bah ouais, non, mais c'est bleu, vert et terracotta. Voilà, bleu, vert, terracotta. Je suis désolée. On insiste sur le terracotta. Ok. Non, c'est ça. Arrêtez. Ils ont sorti leur assistant vocal. Oh, tiens donc. Maison. Bonne idée. Mais. Laisse-moi deviner, il est moins performant que tous les autres. Eh ben non. C'est pas le but. C'est allié à Bixby de Samsung. Sonos, c'est pas des pros de l'intelligence artificielle. Mais alors, tu as raison et tu as tort. L'histoire de ma vie. Because en 2019, ils ont racheté une start-up française qui s'appelle Snips. Pas qui s'appelait parce que du coup, elle s'appelle Sonos. Non, elle s'appelle Snopos. Spécialiste de l'assistance vocale sur des plateformes avec du machine learning. Très réputé, qui avait déjà levé plein de milliards. De quoi ? On les connaît de ouf. Snips à l'époque, oui. Mais en fait, Snips, ils bossent pas en leur nom.
Ils fournissent les autres. Marque blanche. Ils fournissent les... Excusez-moi, c'est sur le site de Sonos. Est-ce que tu sais comment s'appelle leur rouge à eux? Oui. Sunset. Oui, Sunset, Wave et Olive. Alors, du coup, il y a un débat. Terracotta ou Sunset? Qu'est-ce qui est le plus... voilà, est-ce que... Sunset, c'est pas mal aussi, mais bon, en même temps... Sunset, ouais, mais Sunset, c'est tellement tout. Tu vois, même ça, ils le font comme Apple. On se fout de la gueule d'Apple aussi sur le nom de leur couleur. Non, mais attends, Apple, c'est pas les pires. Le noir, c'est Shadow Black. Bon, ok, pourquoi pas. Le gris, c'est Lunar White. Okay. C'est pas gris, c'est blanc, ouais. Le rouge, c'est Sunset. Le bleu, c'est Wave. Ouais. Bon, voilà. Et le vert, c'est Olive. Non, parce que je vous ai épargné la bleue, c'est pour être au bord de la piscine. Le orange, c'est dans le désert. L'auteur a voulu exprimer. On se fera un jour un tour d'horizon des noms de couleurs à la con. Parce qu'il y a Nokia qui est quand même ultra champion. Non, tu dis ça, mais chez Apple, c'est rouge, jaune, c'est presque sobre à côté. Parce que c'est les couleurs... C'était quoi? C'était Boréal, je sais pas quoi, chez Nokia. Nokia, ils fument très très bien aussi. Ouais. Tout ça pour te vendre du luxe. Alors, Sonos Voice Control, conçu avec les équipes de Snips qui ont été intégrées et qui ont pris la main en fait dessus, c'est un assistant vocal qui en fait est presque une aide. C'est-à-dire qu'il est complètement dédié à l'environnement Sonos. Il va te permettre de faire ce que tu fais avec l'appli pour ceux qui ont l'appli Sonos. De passer en mode nuit, de lancer de la musique, les services streaming. En fait, complètement vocalement. Et ça marche hyper bien. Alors, voilà. Moi, c'est pas bien, mais je suis sur la bêta depuis longtemps. Donc c'est la voix d'Esposito. En anglais, c'est la voix de Giancarlo Esposito. Oh punaise, il a une pure voix. Je sais pas si on va l'entendre bien, parce qu'après il part. Attends, il y a deux sons. Ouais. Mais c'est parce qu'il y a le mec qui parle ah ouais, ça c'est un argument devant. Alors en fait, voilà, ils ont donc conçu cette qui est du machine learning, de l'IA. Ils lui ont fait enregistrer 24 heures de phrases. Tout et n'importe quoi, pour vraiment avoir une intuition. Trust Eileen to squeeze all the drama out of a situation. T'as le mec de Breaking Bad qui te parle dans ton enceinte. Je vais te tuer. Et tu me diras merci. Est-ce que je peux me faire engueuler par Daddy Sonos? Est-ce que c'est possible? C'est exactement ça. Quand tu connais sa voix, parce que moi j'ai fait les tests en français et en anglais, quand tu connais sa voix, tu le reconnais. Ouais. Et alors il y a quand même un argument, il faut quand même que je vous remette l'argument parce que c'est ce qui m'a fait le plus rire. Nous avons choisi sa voix parce qu'elle est réconfortante et engageante. C'est quand même le mec qui n'incarne que des tueurs à sang-froid. Ouais, il est rarement. C'est-à-dire qu'il est toujours très très calme, mais tu sais qu'il va te zigouiller. Donc tu as envie de lui demander des trucs. C'est hyper réconfortant. Tu vas mourir. D'accord. Mais alors c'est très drôle parce que tu vois là, les textes que tu l'entends enregistrer. Enfin, c'est pas Eileen, elle va rien me faire à la maison pour me mettre la musique sur ma barre Sonos. En fait, ils ont fait enregistrer plein de phrases comme ça. Passe à la moulinette du machine learning pour être capable de te ressortir. Et c'est vrai que le phrasé est hyper naturel. C'est très très drôle en français comme en anglais, mais là où ils veulent se distinguer, c'est que ça va vraiment te contrôler que tes enceintes. Ils veulent pas venir concurrencer Amazon Alexa ou Google Assistant à piloter la maison. Donc tu vas pas demander l'horaire du resto à côté. Tu vas pas, voilà. Eux ils disent ça on s'en fout, on veut être focus sur un seul truc pour le faire bien parce qu'ils disent le problème des autres c'est que voilà, donc c'est la musique. Demander une chanson sur un service de streaming musical ou demander juste une chanson parce que l'application, elle sait que ton service par défaut, c'est... alors, il n'y a pas Spotify encore, mais c'est Deezer ou Apple Music ou Amazon. Il n'y a pas Spotify, on est où là? On est en 2022. Oui, mais négo en cours. Tous négociants. Lâcher un billet, ça dégoûte. C'est vrai que c'est abusé. Et tu pourras augmenter le volume, baisser, lancer. Tu peux allumer, si tu es ici connecté, tu peux lancer ta télé. Donc moi, je l'ai fait. Tu lui dis hey Sonos, démarre la télé, allume la télé, il le fait. Lance-moi The Witcher sur Netflix. Il te fait les choses que ton application. Alors ça, je suis pas sûre encore. Que ton application, ça va venir. Mais non. Il y a du boulot, les gars. Hein. Mais non, moi, tout ce que j'entends là, c'est une enceinte qui est en dessous d'une télé, putain. Mais oui, mais pour le moment, c'est le son. Pour le moment, attends, c'est de la bêta pour le moment. C'est pas encore officiellement lancé. Je suis déçu, Mélinda. Ça va venir. Tout ça va venir. Mais tout ça pour te dire que eux, le truc qui est leur argument, c'est que c'est ce qu'on appelle du privacy by design. Ben non, ils sont obligés. Alors là-dessus, quand tu prends un engagement pareil, pour le coup, tu as la CNIL et tout le monde et l'Europe qui te tombe sur le coin du bec si tu Ça sent le marketing, tout ce que tu me dis là. Parce qu'en fait, il n'y a pas de cloud. Il n'y a pas de cloud derrière. Oui, d'accord, mais Apple fait pareil. Ça n'a rien de nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. C'est juste que là, ça reste dans ton appareil. C'est là où je te dis qu'ils ne veulent pas faire autre chose. C'est qu'ils ne veulent pas que ça passe par du cloud. C'est chiffré, découpé. Ils n'en ont rien à foutre, personne n'écoute. Et c'est un argument, aujourd'hui, c'est un argument extrêmement important. Parce qu'ils ont Amazon embarqué que tu peux mettre dans tes bars. Ils ont Google aussi, ça fonctionne très très bien. Mais en gros, ils sont juste un système vecteur.
Ils veulent un En système à eux qui est Ok. sur la privacy Intégré. justement pour t'éviter ça. Si toi, tu veux utiliser les autres, tu peux, et on peut même mettre les 3 en même temps sur les barres. Il n'y a pas de problème, tu t'appelles celui que tu veux. Mais ils disent, aujourd'hui, les gens n'achètent pas certains produits à cause de ça. Eux, ils ont des produits avec des micros. Alors, ils ont sorti aussi une gamme sans micro, comme quoi ils savent aussi que c'est un sujet. On a des stats sur le pourcentage de gens qui n'achètent pas un produit à cause de la peur de leur... Oui, il y en a. Non, mais alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais Privé. qu'il y a eu des études là-dessus montrant qu'il y a des gens qui n'achètent pas quand il y a un micro, alors qu'il y a il y a plus de gens qui achètent un produit avec un micro et qui ne l'utilisent pas. Globalement, la majorité des gens ne l'utilisent pas et ne font pas ça. Donc, c'est un assistant vocal à minima, soyons clairs. Il est là pour l'expérience sonore, mais moi, ce qui m'a un peu bluffé, c'est qu'il est extrêmement rapide dans l'exécution. Dans la compréhension et l'exécution, tu n'es pas obligé de dire « et Sonos » à chaque fois que tu lui poses une question. Tu un peu avais comme l'air chez de dire Google. que les opérations sont faites localement, donc ça doit justement aider à la vitesse. Voilà, et donc tu lui dis « et Sonos, augmente le volume », tu t'aperçois que c'est trop fort, tu dis « baisse le volume », tu n'es pas obligé de répéter. Il a compris que c'était toujours dans le même truc. C'est con, mais il n'y a rien de plus relou. Google- J'attends un assistant qui comprend l'argot. Tu vois, que tu puisses lui dire « vas-y, monte le son ». Oh, t'abuses, frère. Et hop, il baisse un peu, tu vois. Et là, Et là, on il a... te répond, Alors- désolé, bro. Là, Là, je on a pense une que, discussion, tu alors, vois. je pense que le plus prompt à faire ça, c'est Amazon Alexa. Ok. C'est l'assistant vocal qui a déjà la plus grosse une dose d'humour et qui comprend ce genre de conneries. Donc, je pense, test sur Alexa, ça peut. Mais voilà, je trouve que l'idée, elle est à souligner. Ils sont évidemment dans cet environnement Apple, la même idée, philosophie, de se dire on ferme tout et on ferme même notre assistant vocal. Mais il fonctionne pas mal sur les premiers tests qu'on a fait là et sur la bêta. Franchement, je trouve ça prometteur. C'est ton assistant, il te sert à l'essentiel. Enfin, quand tu veux l'utiliser sur tes... Bon, à voir Voilà. les évolutions de tout ça et Mais surtout si ça convainc d'éventuels acheteurs. Mais c'est un petit truc en plus dans C'est les un petit truc produits en Sonos. plus, et voilà, c'est pas négligeable. Quelques news restantes, mais on manque de temps. Je crois qu'on va se les garder pour la prochaine fois. ouais. Ça, sachez juste que Elon Musk, il est en train de douter sur Twitter. C'est Il dit, pas. est-ce qu'en vrai, j'attendrais pas un peu? Est-ce que qu'en c'est vrai, pas je un ferais peu pas too baisser much le prix? C'est ça. Est-ce que je pense qu'il est redescendu là, il a fini de digérer tout ce qu'il a pris Ah. et est en train de se dire. Là, en gros, putain, il est en train de dire oui, prouvez-moi qu'il y a moins de 5% de bots et puis je l'achèterai. Et puis, du coup, si ça se fait pas, il fera baisser le prix, Enfin, il se c'est rappel. régalera. Voilà. Voilà. Mais ça, peut-être qu'on en reparlera un petit peu dans le récap juste après. Pour le moment, le temps file et j'aimerais qu'on parle du dossier. Et c'est Google I.O. 2022 qui a eu lieu et on va débriefer cette conférence. Oh, C'est qui oui, c'est moi. Otaxu, Évidemment. Oh, il y a du lourd. eh Oh, il y a du bien, lourd. tu as 32 minutes. Ok. 32 minutes, on est parti. Alors du coup, la Google I.O. s'est déroulée, c'était mercredi soir. La Google I.O., pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la grande conférence de Google dédiée principalement aux développeurs. Sauf que cette fois-ci, alors que généralement on dit qu'à la Google I.O., il n'y a pas vraiment d'annonce Ouais, de plus en hardware, plus, il y a quand même fait de- pour le ouais. software, machin. Là, on s'est pris la gigatonne, c'est simple, il y avait de la grosse annonce toutes les 10 minutes. On va commencer par le hardware pour aller relativement vite, et parce que quand même, on s'appelle le journal du hardware. On a eu déjà le Google Pixel 6a qui a été enfin officialisé, donc la version moyen de gamme de son haut de gamme Pixel 6 qui est sorti juste avant. On a une petite vidéo à vous présenter. Un écran 6,1 pouces Full HD 60 Hz, une grosse batterie quand même de 4306 mAh. Le SoC Google Tensor, donc le SoC développé par Google lui-même, est intégré à ce Pixel 6a. On a une caméra principale 12,2 mégapixels avec un ultra grand angle 12 mégapixels. Donc là, on est plus proche du Pixel 5 que l'on est du Pixel 6, 8 mégapixels à l'avant. Des haut-parleurs stéréo, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 459 €. Donc là, Voilà. pour toucher à Vraiment pas tout, cher. tout ce qu'a filé Google à ses Pixel 6, notamment le Magic Eraser Toute leur techno, sur quoi, les ouais. photos, toutes les technos, etc. Le translator qu'adore Cocro adore. Translator Live, Ouais. que des trucs comme ça, Pour ce 450 prix, ouais, balles, ça va, Google franchement, Tensor, le même. C'est pas plus cher. Il n'est pas pas plus cher que le précédent. Ah, que le 5 Que le 5. Ah, mais en Enfin, fait, le 5A, on l'a pas eu en France, mais le j'allais 4A et dire. tout, ils sont pas. non, c'était à peu J'ai près l'impression dans... que c'était autour des plus dans les 300, non? D'accord. Non, c'était pour le... Parce que du coup, il y avait le normal et le XL, donc ça a Ouais. aussi brouillé En fait, les pistes. La vraie question, c'est combien d'euros moins cher que le 6? Le 6 est à 799, un truc comme ça. Donc c'est Donc c'est 300. 250 Alors, euros de pour le moins. 4A, alors, j'ai retrouvé une news de Numérama de l'époque. A priori, il avait été lancé à 349 Ah, mais c'est ce qui me semblait.
Oui, mais c'était le petit format, alors que là, il n'y en a plus qu'un. Oui, mais Et le XL était à 400 et quelques. Ouais, mais Et puis déjà, à la base, le Pixel 4 était beaucoup moins cher. Ouais. Aussi de base. En fait, c'est ça. Il faut pas vraiment regarder par rapport au produit précédent, mais plutôt par rapport au produit. En fait, moi, je le comparais à l'iPhone 12 mini. Je le comparerais pas. Il arrive en France pour de vrai? Oui, le 21 juillet. Le 21 juillet 2022, 459 €. Et il s'est commandé déjà? Il est sur Google Store actuellement. Quelle taille il fait? Parce que tu le compares à l'iPhone 12 mini. Mais ah oui, non, il est plus grand. C'est écran 6,1 pouces. Donc c'est le 13. Ouais, voilà, plutôt le 13. 13. Mais en fait, si je parlais du 12 mini, c'est qu'il est placé dans ce secteur de on a plus ou moins, on vous file plus ou moins la même fiche technique, mais à moins cher. Du coup, on sacrifie quelques trucs au passage. Sera donc le téléphone de l'année chez Android ou je ne sais qui. Bon, en fait, ça va être un gros flagship pour ceux qui sont curieux des capacités de Google et qui veulent pas s'ennuyer à attendre les mises à jour de tel ou tel autre truc. Là, 459 €, il a dit banco, j'ai envie de dire. En tout cas, sur le papier, il est extrêmement séduisant. On va voir avec les tests de tous nos confrères ce que ça va donner. Mais très très beau. On a aussi eu le droit à un petit teaser pour la prochaine génération de Pixel 7 et 7 Pro. Alors, le teaser, ça va aller très très vite puisque tout ce qu'on peut vraiment retenir de ça, c'est qu'au dos, la grosse barre qui est le gros signe de marque du Pixel 6, c'est maintenant en aluminium. Voilà, à peu de choses près, c'est tout ce qu'on sait, n'est-ce pas? Et 900 balles le Pixel surtout, 7. En fait, en termes d'annonce violon, Google a quand même lancé un petit, on va mettre juste le prochain standard de la photographie sur mobile sur les Pixel 7 et 7 Pro. Le truc, c'est que vu ce qu'ils font avec les pixels, on a quand même un peu envie de les croire, parce que ce qu'ils envoient sur la photo, c'est quand même pas dégueu. C'est pas mal. Mais voilà, en j'aime beaucoup le form factor. Parce que le téléphone, du coup, ne bouge pas. Ouais, exactement. Et ça, GG, en fait. Je trouve ça plus élégant, quand même, là, la petite barre. Moi, je préfère largement ils mettent combien de capteurs au dos? Il y en a 3, il me semble. Oui, il y en a 3. Il y a deux petits et un énorme. Alors, c'est quand même... faut quand même se rappeler que quand ils sont sortis sur Pixel, ils t'expliquaient qu'un seul capteur, ça ne servait, c'était utile. 2, ça ne servait à rien, mais alors 3, c'était pour les autres, la guerre des... l'IA fait le reste. Voilà. C'est vrai. Ceux qui ne savent pas faire de l'IA ont besoin de plus de capteurs. Mais c'est vrai. Et tu ne me retireras pas de l'esprit qu'ils en rajoutent de plus en plus. Alors on verra sur là à quoi sert, s'il y en a vraiment un troisième, à quoi ça sert. Mais ils en rajoutent, oui c'est ça, il y en aura 2 et 3. Ouais. Ils en rajoutent pour ne pas effrayer les gens. Oui. Là où Apple, avec son SE, te dit 1 et on s'en bat, eux, ils se sentent obligés, en fait. Parce que je pense que leur IA, elle peut faire l'essentiel. On sait que, par exemple... les photos sur le SE, elles sont pas du tout au même niveau que... De quoi, Les photos sur le SE, mais c'est énorme, parce que le SE, son but, c'est pas la photo. Ah oui, non, mais ils te disent qu'un seul capteur, ils s'en foutent, quoi. Le truc, c'est que pendant 3 ans, avec le Pixel, à partir du Pixel 3... Ils étaient très bien avec un seul. Même les téléphones des générations d'après n'étaient pas forcément au même niveau. Donc ils ont la force de l'IA et en plus, plein de capteurs pour faire... Théoriquement, c'est ça. Après, ils rajoutent... Aujourd'hui, ils sont un petit peu plus dans le rajouter des fonctionnalités logicielles, tu vois, une gomme automatique. Là, on a vu une fonctionnalité logicielle, je vous montrerai après, qui te permet de changer la couleur d'un élément de ton truc si t'aimes pas. Genre, il y a une glacière verte pomme, tu cliques dessus, elle devient couleur ocre. Ils sont encore meilleurs dans la fake photo. Couleur terracotta, s'il te plaît. Terracotta. Donc, l'annonce officielle... Pardon. Vas-y, non. Vas-y. L'annonce officielle sera faite cet automne, donc on attend juste cet automne. Pareil, ce sera probablement du septembre-octobre, Google oblige. Autre annonce, la Pixel Watch, on en a parlé en fuite. Ils n'avaient pas de montre encore? Elle a été retrouvée. Ils avaient un OS, mais ils n'avaient pas de montre. Si tu te poses cette question, c'est parce que ça fait à peu près 5 ans que tous les ans, on a... Google va sortir une watch, ça y est, elle arrive. Depuis 2016. Depuis 2016, on parle d'une Google Watch. Donc c'est pour dire. C'est une horreur. Et c'est celle qu'ils ont trouvée au restaurant. T'as raté ça? C'est celle qu'on a trouvée au restaurant, donc un format très très arrondi. Moi, perso, je l'aime. On dirait un Smarties. Ouais, mais justement, j'aime bien ce côté petit bouton mignon, tu vois. Ouais, moi aussi. Et puis moi, j'ai une Apple Watch, voilà, mais c'est vrai que le design rond, ça me manque un peu, quoi. Je n'aime pas du tout le format rectugulaire, moi, c'est ce qui me stoppe sur le fait d'avoir. On va dire par défaut, mais c'est habitué. Je préfère le design rond aussi. Voilà. Ouais, mais tu lis quand même mieux. Enfin, c'est vrai que regarde sur le format arrondi, tu perds tellement de. Après, oui, je veux bien un sondage sur le chat, plutôt rond, plutôt carré. Sur ma Tim Cook, lui, ça. Qui aime pas. Alors pour vous. C'est complètement Tim Cook. C'est le Tim Cook de Google, quoi.
C'est Tim Cook. Avec un plus gros Bonjour. qui fait un peu de muscu quand même. Ouais. On m'a dit de venir vous expliquer des trucs parce que je ressemble au mec de chez Apple. C'est la pub, ils vont nous faire la pub comme il y avait avant. Alors pour vous donner un petit peu de trucs rapport à la Pixel Watch, on ne connaît pas grand-chose dessus. Simplement, on sait que tous les services Google seront intégrés nativement dessus, notamment Assistant. Maps ou Home pour contrôler ces objets, et on a surtout une intégration profonde de Fitbit, donc le service de fitness qui avait été racheté par Google. On ne savait pas trop ce qu'ils en faisaient pour le moment. De toute évidence, c'est central dans ce qu'ils ont prévu pour la Pixel Watch, mais on n'a pas eu vraiment de démo en fait, à peu de choses près, si ce n'est les trucs qu'on connaît déjà de Wear OS. Tu fais pas trop de démo Fitbit en plus en ce moment avec les problèmes qu'ils Oui, il faut ont. dire que Ils ont quelques problèmes de montres qui surchauffent. Donc t'évites de faire des démos. Donc espérons que celle-ci n'explose pas. Donc pour l'instant c'était plus un teaser. On aura une annonce officielle cet automne en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro. Je pense qu'il y aura une petite offre à base de si tu achètes le 7. Moi, ce qui me surprend un peu, pardon, c'est que il y a aucun produit qui sort genre tout de suite. Tu vois. D'habitude, dans ces confs-là, t'as au moins un produit qui arrive genre dans la semaine, tu vois, ou dans les 2 Il y semaines. a eu le 6A après. Alors, Mais si ça, c'est en juillet, tu vois. oui, c'est- mais c'est bien. l'année dernière aussi, c'est ça. En fait, c'est très rare. Comme c'est une conf développeur, C'est vrai. à l'origine, ils ne sont pas censés s'adresser au grand public. Ouais, c'est c'est devenu vrai. comme la conférence Apple, c'est devenu depuis quelques années. Ce moment où tu sais quand même que les gens un peu fans, Il y aura ils il y aura ont des une trucs, oreille. quoi. Donc Ouais. le matos, il est presque pour eux. Et Mais je c'est pense des que OS. Il faut qu'ils développent les OS, quoi. Ouais, c'est pour montrer ce qu'ils savent faire. Mais pour aller dans ton sens, je pense aussi qu'il y a ce côté post-Covid où ils ont dû garder des trucs sous Ouais. le manteau C'est en se possible disant aussi. on va pas Après, faire voilà. un effet d'annonce maintenant. Là, c'est la première fois quand même depuis 2-3 ans qu'on a une Google I.O. avec du monde. Avec du monde, ouais. Donc je pense que là ils ont fait vas-y on met tout, tu vois, alors éclatez-vous les gens quoi. Donc je pense qu'il y a ce côté-là aussi, mais effectivement Ouais, et puis on a- c'est une conférence développeur. en Je tout vois les annonces hardware, on a vraiment un écosystème Ça part dans tous les complet. On a le téléphone pour le coup, bas ouais. budget, le téléphone gros budget, la montre, et maintenant, on va en parler, la tablette et Ah, des attends. petits écouteurs. Voilà, parce Commence qu'avant, par les il y a bien écouteurs. sûr les écouteurs, puisqu'on n'a pas de smartphone ou de tablette sans entendre très précisément. On a les Pixel Buds Pro qui ont également été annoncés. Alors, pour noter un peu le coup, en fait, c'est les premiers écouteurs sans fil de Google à avoir enfin la réduction active du bruit. Il était temps. Il était clairement temps. Donc, on a quand même la réduction active de bruit. On pourra régler le niveau. Un mode transparent pour pouvoir entendre autour de soi. Ça intègre son propre processeur Seeker avec une IA pour pouvoir justement faire cette réduction. Le nombre de micros, je ne sais plus trop. Je pense que tu 4? dois avoir Oh, l'info. Il je semble crois que c'était 4, 4 il me semble. Ouais, mais J'étais pas devant. Oui, c'est vrai que t'étais... Oui, pardon. T'auras pu faire le façon, déplacement jusqu'à Mountain View. voilà. C'est clair, j'étais sur la C'était route. Tu pouvais pas le suivre sur Mais- ta watch, tu vois, en même temps que tu faisais Non, les j'ai trucs. pas encore la Pixel Watch. Je crois que c'est 4. Mais voilà, globalement, ça veut être un concurrent des Sony ou des trucs comme ça, avec le Bluetooth multipoint, Google Assistant intégré. L'audio spatial est prévu, mais en mise à jour après la sortie. Pour l'instant, c'est pas prêt. Et on nous promet 7 heures d'écoute par écouteur avec la réduction de bruit active d'activer et 11 heures en passif. C'est à peu près équivalent à ce qui se fait sur le marché aujourd'hui. On a 7-8 heures pour les bonnes références. C'est prévu à 219 €. Ça sortira le 21 juillet aux USA, donc en même temps que le Pixel 6a. Mais pour l'instant, en France, on a juste un bientôt. Ça sent le bundle Pixel 6 plus Ouais. Buds pour 6A, un prix. Buds et Pixel un 7 prix et 7 correct. Pro, tu auras Ouais. la Pixel Watch. Je pense que C'est vrai qu'un effectivement, ça sent un bundle peu ça. téléphone plus montre plus Ça se fait écouteur, de plus en plus. Hein. Ouais. Oui, ils aiment bien. c'est sexy. Samsung Parce le qu'en fait général, souvent, tout ça va ensemble. Tu vois, Ouais. on- C'est ce que fait Samsung Ouais, sur à chaque Apple, fois dès qu'ils que sortent t'as un le téléphone produit. Apple, bah, t'as les écouteurs et la montre qui vont avec. Il y a un Ouais. trio, quoi. Tout le monde le fait sauf Apple. Bah, oui, parce Parce que que on eux paye n'ont pas comme des besoin de le connards. faire. C'est le Ils n'ont pas problème. besoin de le faire. Mais c'est c'est bon. parce qu'ils étaient premiers aussi. Bah, c'est surtout ça. Et enfin, donc tu l'as dit, un petit teaser. Mais alors là, encore le 7 Pro, c'était un teaser. Là, c'est un clin d'œil. On a la Pixel tablette qui a été plus ou moins Montré. dévoilée. Montré. Je vais quand même saluer quelque chose parce qu'on parlait tout à l'heure De l'iPad qui se termine. Le retour de l'iPad, c'est Non, ça que non. on saluait tout à l'heure, on parlait du Le casque. casque de Sony. On parle de carte graphique ici, on parle de téléphone, etc. Franchement, les produits Apple, les produits Google, pardon, merci pour la simplicité des noms. Oui, Ah C'est oui. vrai. Pour le C'est coup, Très ouais, agréable d'avoir un truc qui s'appelle ouais. tablette, watch, un numéro, fin, C'est au vrai. revoir.
Ouais. J'avoue que là-dessus, ils sont intuables. Et du coup, donc la Pixel tablette, tout ce qu'on sait d'elle, vous avez vu un petit teaser du design qui, moi, me fait penser en fait au Nest Hub, donc leur c'est l'écran, ils ont découpé. Ils ont retiré l'écran, tiens, c'est une tablette. C'est un SoC Google Tensor. Alors, a priori, ce sera un Tensor 2. Et on sait que c'est une sortie prévue en 2023. Pour l'instant, on n'a vraiment pas d'infos. Moi, j'ai une curiosité. 2023 Ah oui, ils avaient vraiment peur que ça leak, quoi. En fait, c'est il y a un mec qui a dit ça dans le chat, qui disait en fait, comme tous leurs produits leak, ils ont tout montré eux-mêmes. Là, pour le coup, on n'avait pas d'infos sur la Pixel tablette, si ce n'est les rumeurs habituelles comme on avait avec la Pixel Watch. Là, en fait, comme quoi, elle est pas du tout prête. C'est surtout lié aux annonces qu'on a eues avec Android 13. On va vous parler software juste après. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, parce que rappelez-vous que les tablettes. Remonte un peu la tablette là. En plus, si tu peux remonter, ils en ont sorti plein en fait. Ça faisait longtemps. À l'époque, il y avait les Nexus qui étaient vachement bien. Parce que leur dernier vrai effort, c'était les Pixel Slate avec Chrome OS, et ça, c'était foiré. Mais il y a un truc, moi, qui m'intrigue dans ces images. Il y a un moment, le design, il est à l'ancienne. Il y a le logo Google, et quand on regarde le logo Google au dos, alors je ne sais plus si c'était juste avant ou ça doit être juste après, ça, c'est la présentation tablette. Voilà. Il y a 3 petits ronds, 4 du smart connector. Voilà. Moi, je me dis, ça ressemble à un smart connector. Ça, c'est la face d'avant ressemble à un Nest Hub Max. Je me demande s'ils vont pas nous faire un coup à la Amazon. Ouais, où tu le déclipses. Tu le déclipses, tu as une tablette et tu as une gamme d'accessoires comme tu as avec ton iPad. Avec le clavier que tu peux brancher. Voilà. C'est ça. Parce que ça, c'est clairement des connecteurs Pogo. Je pense que c'est un petit clin d'œil justement à ceux qui suivaient à base de. On va avoir un écosystème en fait de trucs. Donc moi, c'est surtout ça qui me. Mais on ne sait jamais parce que le design en lui-même, on n'a pas plus d'infos. Et alors attention parce que la dernière annonce hardware, c'est une dinguerie. Je vais péter un câble. Je vous le dis immédiatement. On a des lunettes de réalité augmentée. Le retour des Google Glass. Envoie-moi l'image, elle est incroyable. Parce qu'à la minute où il y a les images, on va tous comprendre ce que c'est. Des lunettes qui font de la réalité augmentée et surtout qui te traduisent en temps réel les gens qui te parlent et te font des sous-titres. Il va falloir me le prouver, ça. Il va falloir le prouver. Parce que là tu me le dis, et je suis, regarde mon visage, je suis dubitatif. Alors, je vais vous dire un truc rapport à cette démo. Pardon, mais s'il y a bien une boîte qui peut le faire, c'est oui, mais il faut me le prouver quand même. Il faut que tu aies un pixel dans la poche et qu'il soit connecté. J'ai un petit truc rapport à cette vidéo. Ne serait-ce que ça, c'est que la plupart du temps, les vidéos bullshit, parce que c'est pas possible de faire de la publicité mensongère, ils ont une petite mention. Design simulé, truc comme ça, genre vidéo concept, truc comme ça. Celle-ci ne l'a pas. Ouais, bon, enfin ça, dans la tech, je trouve qu'on le voit pas. Dans tout ce qui est... C'est rare qu'on n'ait pas de... Enfin, sur des produits comme ça, un peu touchy, c'est rare que... Enfin, je trouve de plus en plus rare qu'ils te mettent ceci est un faux design ou une... Ah non, on le voit au contraire. Donc, c'est lunettes. Cette présentation de concept, t'as que ça. Tous les trucs LG, Samsung, etc. C'est ce que je veux dire. Ces lunettes, ça peut être un peu bullshit. Ne t'envoient pas de son, elles te mettent des sous-titres en réalité augmentée à côté du mec qui te parle. Ouais, en temps réel. Donc pendant que le mec te parle, tu lis ce qu'il te dit. Tu as une traduction. Donc tu mates un film constamment en sous-titres. À peu de choses près, ouais. Mais tu vois, genre, t'es muet, sourd, malentendant ou un truc comme ça. C'est génial. Non, il faut voir le débit de parole aussi. Enfin, il y a tellement de choses. Mais je veux le tester. Mais Linda, il faut que tu l'aies. Ouais. C'est incroyable. Mais ça, forcément, c'est le truc en plus d'accessibilité. Mais là où ça me paraît pas déconnant et faisable, comme on dit, c'est eux. Déjà, ils ont l'expérience même foireuse de Google Glass. Et ça, c'était une des fonctions qui était annoncée déjà d'avoir du texte en direct. Le petit carreau. Le Google Trad, quand vous faites de la transcription en direct, est extrêmement efficace et en temps réel. C'est vrai, ça. Donc, en fait, ils ont déjà, quand tu y réfléchis, ils ont déjà tous les éléments. Suffit juste. Enfin, et puis voilà, Chrono te dirait. Suffisait de travailler, quoi. Ouais. Non, mais de mettre ça sur 2 écrans. Enfin, je veux voir comment ils gèrent ça parce que j'ai testé là le Oppo Glass, qui est l'espèce de monocle. C'est pareil, tu peux avoir de la transcription en direct, c'est chelou quoi. Enfin, tu te dis c'est l'avenir, mais il y a encore un peu de boulot. Ouais, il y a encore de boulot. Là, tu vas regarder le mec en train. C'est juste que la personne que tu regardes, il va croire que tu regardes. Tu me regardes ou tu m'écoutes ou... C'est le seul. Qu'est-ce que t'as dit Oui, donc il arrive vraiment à avoir un œil qui part. Ça va être ça quoi. Et là, ça va être quand même ultra gênant. Comme disait ma mère, un coup de vent, tu vois. Un coup de vent et tu restes. Tu vas rester coincé. Non mais c'est génial. C'est une dinguerie, c'est une absolue dinguerie. Je suis comme un fou en fait. Ça c'est, si tu veux, ça c'est le genre de technologie dont je rêvais quand j'étais gamin. Là, ce que Google est en train de dire. Tu vas au Japon demain et t'es en mode je vous comprends. Exactement. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe
l'inverse. Si je suis il faut que les deux aient les lunettes. Carrefour Tokyo, c'est bien fou. où là, tout le monde parle dans tous les sens, tout le monde parle, et là, t'as des textes partout. Incroyable. Je pense que ça marchera Parce comme que ça va leur... faire one-to-one, mais une Parce que conversation. là, ça a l'air d'être très one-to-one. C'est du one-to-one, je pense que c'est exactement comme le complètement du système one-to-one. qu'ils avaient mis dans leur Pixel Buds, là, tu sais, dans les écouteurs, où tu pouvais avoir en direct la traduction En fait, vocale de la personne qui C'est est le en mode face de toi. conversation sur lequel tu peux déjà tester sur Google Traduction l'appli. Tu as un mode conversation où tu peux chacun à leur tour traduire. C'est juste un nouveau support pour Google Trad. Mais c'est un nouveau support qui Mais est voilà. incroyable. Et surtout, le format des lunettes, c'est une toute petite épaisseur comme ça. C'est des vraies lunettes. Mais je C'est crois pas que le des truc, trucs- c'est Ah, que non, non, c'est des mais- vraies lunettes. plutôt mais qu'en vocal, je Pour préfère. moi, ça Moi aussi. les lunettes, elles peuvent être toutes seules parce que tout va passer, comme pour le Pixel Buds, tout va passer par ton smartphone. Ah oui. Et voire peut-être que par un pixel. Après, vu que Donc, t'as pas de connexion, tu peux toujours te carrer ta je suis pas traduction. sûr. Franchement, je suis pas sûr. Parce que pour le coup, ils ont développé énormément le fait de mettre leur techno en local. Ouais. On l'a vu avec Google Assistant très récemment, mais je pense qu'il y a ça. Et surtout, ces lunettes ne font que ça. Alors, ça limite quand même un Moi, peu c'est ça l'intérêt. qui me met la puce à l'oreille de me dire ok, c'est jouable. C'est qu'ils font pas genre on a des lunettes qui te permettent de recevoir t'envoient tes de la notifs, musique et machin et tout. Non, c'est on a des lunettes qui t'affichent des sous-titres En de la vie vrai, réelle. Ok. Enfin, Produit accessibilité je d'enfer. trouve ça. Accessibilité. Tu vois, on a des technologies, tu vois, qui avancent, qui évoluent. On nous propose des trucs, on se dit, waouh, c'est dingue, mais à quoi ça sert? Tu vois, tu vois pas l'utilité. Là, on nous propose un produit qui est simple, qui, comme tu le dis, ne sert qu'à faire une chose, et du coup, c'est très compréhensible pour les gens. Et l'utilité, tu la vois tout de suite. Alors évidemment, nous, on va quasiment jamais l'utiliser, sauf que ce moment où tu dis, bah là, je vais en vacances au Japon. Exactement. Non, mais Juste, tu les prends, elles servent qu'à ça, mais tu es content de les avoir. Mais Par contre, ce qu'il faudrait que ça fasse, un peu à la Google Lens, c'est que ça ne traduit pas seulement le son que tu reçois de ton interlocuteur, mais que quand tu vas, je reprends l'exemple du Japon, et que tu lis Regarde un des peu signalisations, voilà. que ça te traduise par-dessus Je les pense que panneaux. Ce qui existe en plus, qui est une fonction qui existe déjà Ah, tu le fais sur ta Google, téléphone, sur alors l'iPhone, Alors là, sur par tout. contre, en termes de pollution visuelle, Ça marche super bien. au Ah Japon, ouais, mais Oui, non. mais ça Enfin, recouvre. Alors pour moi, c'est pas ça le Ça problème. recouvre les textes. Pour moi, C'est c'est très pas bien ça le fait. problème, c'est que ça t'oblige à embarquer une caméra. Et Ah. là, tu rentres dans un autre système de de vie privée, sécurité, C'est vrai, confidentialité, vie privée. Et ça, c'est un autre, parce que là, c'est bronze. un micro. Hein. Déjà, le micro, c'est pas mal. Ça écoute quand même toutes les Ouais, conversations. déjà, il faut que tu signales, que tu puisses signaler à la personne en Ouais. face que tu es en train d'avoir ce qu'elle raconte sur tes C'est- lunettes. Oui, mais ça n'enregistre pas. Mais ça, c'est Donc- ça, il faut pas que ça enregistre. La Faut caméra, que en ça revanche, reste en local et que ça fasse rien de plus que, Ouais, parce que ça en fait. ils ont confirmé que ça marchait en local. On ne sait Parce rien. que si t'as Littéralement, on ne sait rien. Une carte Tout- SIM 4G. Tout ce On qu'on a, sait, c'est rien, qu'ils on n'a bossent même pas de date Après- de sortie, rien. Ah non, non, non. Donc ça se trouve, ça non, sort en non. 2027. Ouais, Oui, voilà. mais Pas les alors, couilles. c'est ça le Jamais. truc. C'est ça le Jamais, truc ça qui est sort. énorme. C'est que là, en fait, avec cette vidéo, ils sont en train de nous confirmer que ça, ce sera au cours de notre vie qu'on aura cette technologie. Oui, Bah, bien ça- sûr, Ah non, mais ça, Otaku. C'était Oui. non mais On moi, ira quand sur j'étais Mars, gamin, enfin. T'es quand resté- on était gamin, t'es tu resté matais au la 20e SF ou les siècle, trucs comme ça, tu vois, Oui. c'était genre mais ça on l'aura jamais, tu vois. Ça, j'espère Alors que bien. là, ils sont en train de me dire, dans 3-4 ans, tu vas voir des sous-titres avec des trucs, ça va être trop bien. Enfin, Mais c'est vrai qu'un monde où C'est on n'a dingue. plus, parce que c'est de ça dont on parle, et La barrière de la plus langue. en plus, Google Lens le prouve, ça marche vraiment bien. Essayez, hein, prenez. Ça m'était arrivé, je ne sais plus où, tu sais, il y a des bouteilles de Coca, mais je sais pas, elles venaient d'Ukraine ou quoi. Il y a Oui, des- qui sont pas écrits en français. que des textes, il n'y a rien d'écrit en français. Et en fait, tu regardes, tu scannes le truc et tu vois du coup les composés de la bouteille. Ouais. C'est super bien fait, super bien intégré, c'est super bien traduit. Impressionnant. C'est assez fort. Effectivement, un monde où il n'y a plus la barrière de la langue nulle part où tu ailles. bah, C'est c'est un des génial. plus grands drames de l'humanité, à tel point qu'on a quand même des histoires comme la tour de Babel. Tu vois, donc, qui sont Je ne connais intégrés pas, vas-y, au raconte. milieu religieux. En gros, l'idée de Version l'histoire de la courte, tour de Ouais. version courte, l'humanité ne parlait qu'une seule langue à la base. Ils ont essayé de créer une tour pour monter jusqu'à Dieu. Dieu l'a pris mal, a Il a- explosé toute l'humanité en plusieurs langues, comme ça, vous pouvez comprenez plus- plus. Maintenant, vous l'avez dans le huc, tu vois. D'accord, comme ça, Ça, vous ne c'est- pouvez tu vois, pas voilà. C'est vous pour ça- entraider. Vous ne pouvez C'est pas. ça, pour te dire communiquer. comment dire la question philosophique de la barrière de la langue, elle existe depuis des temps immémoriaux en fait, tu vois, pour les êtres humains. Là, mais mec, mais ne serait-ce que imagine la xénophobie, tu vois, genre les mecs qui ont peur, je sais pas, d'un gars qui parle arabe au téléphone ou quoi, tu lui mets des putains de lunettes sur la gueule, tu vois, genre. Tu vas Tiens, comprendre. maintenant, écoute. Là, en fait, il est juste en train de dire oui, ma chérie, je ramène du PQ, c'est bon, on a compris. Tu vois. Maintenant, tu vas arrêter les sistras, mon gars, tu vois. Genre, c'est simple, comme bonjour, mais ça peut avoir un impact social et La paix dans le sociétal monde grâce incroyable, aux ce lunettes genre de de truc. Google. La paix dans le monde grâce aux lunettes de Mais- Google. Allez, sait bonne jamais. fête, hein. Ça peut aider, tu vois. Enfin, mais oui, je je parle comprends, de cette techno, mais- tu vois, mais ça ouais. peut aider en termes de
peur de l'autre, ça, c'est juste, non, en fait, tu peux déjà faire ça avec Google Trad. Comme tout le monde, ce gars, tu vois, alors, on s'en bat les couilles. Tu fais ça avec Google Trad à côté, hein, tu sais, sur ton smartphone, ce sera plus discret que tes lunettes. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que Google Trad, il faut que tu sois un petit peu technophile ou quoi. Là, si tu fais, vas-y, mets ça sur ton nez, maintenant, regarde, tu vois. Moi, j'y crois pas en local, hein. J'espère, mais pas tout de suite alors. J'y crois un tout petit peu, ce sera pas tout de suite, quand il arrive, c'est Internet, sinon ils auraient mis une date. Mais ça confirme en tout cas qu'ils continuaient, que les Google Glass n'étaient pas morts, comme ils disaient. Non, mais c'est un peu la maladie de la Dreamcast, quoi. Ils ont un truc, ils savent que ça va être utile, mais c'est trop tôt, c'est pas prêt, il faut le sortir au bon moment. Ouais, c'est ça. Et à qui ça s'adresse? Parce que ça, c'est le genre de produit où... Je te laisse continuer sur les annonces software. Ouais, alors du coup, côté logiciel, on a eu pas mal de trucs aussi assez importants. Un des premiers trucs, c'est ce qu'ils appellent l'échelle de teint Monk. Alors en fait, Google s'est associé avec le docteur Ellis Monk, qui est professeur à Harvard et sociologiste, et qui a développé en fait une échelle de 10 teintes de peau, teintes de peau différentes, pour pousser en fait les développeurs à intégrer dans leurs algorithmes de retouche photographique ou tout simplement de process de photos cette teinte, pour éviter justement les moments où les peaux noires deviennent à moitié blanches. Ça respecte pas en fait ça les fait teints. des trucs un peu chelous parce que les développeurs ont trop nourri leur logiciel avec ça a été des développé, exemples blancs. voilà, tu vois, tout simplement. Donc là, du coup, il y a cette échelle de teint qui arrive pour améliorer ce processus-là, et surtout, c'est open source. Ça veut dire que n'importe qui va pouvoir utiliser cette échelle de teinte pour développer, pour entraîner son algorithme. C'est pas lié nécessairement à Google. Google a payé pour faire l'étude, mais file la techno à absolument tout le monde. Donc les Xiaomi, les trucs comme ça peuvent la récupérer pour eux. Et ça. Alors, ça, c'est pas nouveau. Non. En fait, ça a été conçu initialement par Snapchat. Et c'était déjà présent dans les pixels précédents, parce qu'en fait, l'appareil photo, l'IA est pas mal Google, et pas mal powered by Snapchat, en fait, comme il y a eu chez Samsung. En fait, l'exercice de tonalité, en fait, a été annoncé déjà l'année dernière par Snapchat à son Summit, comme travail justement pour essayer d'expliquer, parce que pendant longtemps, les peaux noires, les peaux ou asiatiques étaient considérées comme un défaut de luminosité ou une surexposition. En fait, c'est ça tout le problème. Le problème, c'est que ton capteur, comme tu disais très justement, c'était de l'entraînement. On commence à te dire que ta couleur est un défaut. De l'entraînement, en fait, c'était est-ce que le visage est plus ou moins sombre? Et il ne comprenait pas que c'était une peau noire ou une peau plus qui tire vers l'orangé. Et donc, il ne comprenait pas, c'était trop exposé, pas assez exposé. Et en fait, ils ont, eux, dans leur IA, parce qu'on sous-estime Snapchat, c'est alors l'appli qui est ce qu'elle est, mais il y a un énorme travail sur la caméra, et leur caméra est utilisée dans beaucoup d'applications partenaires, parfois au détriment de l'application embarquée sur vos smartphones, sachez-le, pour justement parce qu'ils ont des énormes avancées, et le travail sur l'inclusivité, enfin ce qu'ils appellent le travail sur l'inclusivité et les tons de peau, en fait, depuis l'année dernière, ils le font, et il avait déjà filé dans le pixel précédent. C'est un truc qui est très important chez Snapchat et d'autres, mais nous, on s'en rend compte en convention. Très souvent, les gens se prennent en photo avec nous avec Snapchat. Exactement. Et moi, à chaque fois, je regarde ça en me disant, mais c'est pas un putain d'appareil photo, ça. Ta photo, en plus, elle va être éphémère, tu vas la perdre. Mais non, en fait, il la sauvegarde direct. Derrière. Et en fait, pourquoi ils prennent avec Snapchat? C'est parce qu'ils peuvent, du coup, dessus mettre immédiatement un filtre qui nous rend plus beaux, eux comme nous. Et alors que t'as pas ça sur l'appli native. Et t'es en mode, bah oui, d'accord, je comprends. Voilà. Et là, ça va encore plus loin, parce que c'est le traitement d'image au moment où tu captures la photo. Et donc là, maintenant, on parle d'un truc qui ne triche pas avec l'image, ne rend pas plus beau, mais vous rend vrai. Juste vous rend plus vrai. Voilà, mais il y a un énorme travail, sachez-le, sur Snapchat. Et l'année dernière, notamment à Google I.O., ils avaient annoncé plein d'avancées sur la tonalité des peaux. Et c'est un travail qui est initié, et la base. C'est giga compliqué, parce que du coup, si tu prends en compte les différents teintes de peau, comment du coup derrière tu sais que c'est un défaut de luminosité ou une teinte de peau différente? Est-ce qu'il prend en compte, j'en sais rien, est-ce que quelqu'un qui a les yeux un peu bridés, ils se disent du coup il doit sûrement avoir une peau un peu plus jaune ou C'est de l'entraînement. Ils ont fait avaler aux IA différentes. Tu sais, tu as la même chose sur ton iPhone, l'iPhone 13, enfin le dernier. Tu peux faire une photo de groupe. Je sais pas si tu as déjà fait une photo de groupe avec des gens qui ont des teintes de peau vraiment totalement différentes. Et en fait, il fait du réglage. Que des amis blancs.
Je suis un connard. Tout le monde le dit. Donc les autres, il les met dans l'ombre d'office. Et en fait, l'appareil est capable de te différencier les teintes de peau et vraiment de les améliorer individuellement. C'est en fait une réflexion sur le fait que tu as envoyé à l'IA. Elle a bouffé du million et du million de photos en disant, en fait, ça, c'est une peau noire, ce n'est pas une peau mal éclairée. Et donc, à partir du moment où tu lui envoies ce message, elle est capable de l'apprendre. Et en fait, tu lui as fait juste apprendre un nouveau truc. C'est à ça que va servir cette scale en fait. Parce que c'est là où on a un problème avec ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui, parce que c'est juste de l'entraînement de modèles, c'est qu'il y a un biais sur la manière dont tu vas l'entraîner. Ouais. Si tu prends, tu vois, imaginons, tu as un groupe de potes blancs et tu n'as que des potes blancs, c'est pas un problème, hein, mais tu l'utilises après pour entraîner ton IA à reconnaître des gens. Tu te dis, mon IA, elle fonctionne super bien avec mes potes. Sauf qu'après, tu le sors de ce contexte-là et tu te rends compte qu'il y avait un biais. Cette personne n'est pas humaine. C'est chiant. Donc, c'est justement toute l'idée de cette échelle de teinte, c'est de pouvoir tuer ce biais d'entraînement. Le fait qu'on appelle cette échelle de teinte Monk, GG, parce que les teintes de peau, on les avait dans les jeux vidéo depuis 30 ans quand même, les gars. Mais c'est toujours comme ça, il y a un mec qui se dit, putain, j'ai une idée. Et pas que 10, hein. Déjà, des teintes de peau. T'as rien inventé, les gars. C'est comme à l'Assemblée nationale, chacun y va de sa loi pour donner son nom à un truc qui existe déjà, c'est pareil, quoi. Oui, mais open source. Moi, c'est ce que je retiens surtout de ce truc-là, c'est que Google a fait good guy quand même sur ce truc-là. Ils auraient pu le garder pour eux, ils ont fait open source. Nice. Il nous reste 5 minutes. Ok, on a Look and Talk pour assistant. Ça, c'est l'idée que tu avais justement, on en parlait juste avant, avec les Nest Hub Max. Donc, c'est ces appareils qui sont propulsés par Google Assistant et qui ont une caméra embarquée à l'avant. Plutôt que de devoir dire « Ok, Google, appelle maman », j'espère que je vous ai niqué. Plutôt que de devoir le dire au Nest Hub Max, ici, vous pourriez en fait regarder le Nest Hub Max, lui dire « appelle maman » et il va comprendre, grâce justement à sa caméra et à plusieurs nouveaux algorithmes de reconnaissance en fait, de son environnement, que tu lui parles à lui et que du coup, c'est à lui de faire le truc que tu lui dis directement droit dans les yeux. Ça, en fait, ça souligne un travail plus large sur Assistant qui va être beaucoup plus conversationnel et beaucoup plus intelligent sur sa manière d'agir avec les commandes que tu lui envoies. Notamment, on a vu un des gros trucs, c'est qu'il va reconnaître les hésitations et te laisser prendre ton temps. Si tu fais genre, je te le ferai pas 2 fois, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux lancer le truc là, en fait, Google Assistant va te faire. Ouais. Okay. Oui. Tu lui dis genre attends, est-ce que tu peux lancer Paradise Circus par Massive truc là, tu vois, il va te dire Paradise Circus par Massive Attack, tu vois. Ouais. Il commence enfin à être justement beaucoup plus naturel. Google se dit qui sont cons ces je suis sûr que quand t'écoutes tous les MP3 d'enregistrement des trucs, c'est toujours genre ok, attends, merde. 600 millions de chansons à retenir et ils sont même pas capables de s'en souvenir. Donc il y a un gros travail là-dessus et notamment on va pouvoir tester quelque chose avec quelques petits trucs avec le nouveau système d'IA conversationnel Lambda version 2, notamment une appli où tu pourras lui dire j'ai envie de créer un jardin dans mon truc, il va te filer une to-do list de trucs à faire. Genre, en fait, si tu veux créer un jardin, il faudrait que tu te renseignes sur ça. Travailler. Il va te falloir une bêche, il va te falloir prendre des outils. Oh, relou. C'est bon. Généralement, ça va être ça pour moi à la fin. Genre, c'est marrant les trucs que les gens motivés sont capables de faire. Un jardinier. Allez, appelle le jardinier, te fais pas chier ma gueule, prends des chips. Ok, ça c'est nice. On a Google Wallet qui va renaître de ses cendres, parce qu'en fait, à la base, c'était Google Wallet, qui est ensuite devenu Android Pay, qui est devenu Google Pay, qui maintenant va redevenir Google Wallet. Pourquoi ? Pour refaire exactement ce qu'ils voulaient faire à la base, à savoir stocker tous les documents importants et pas que les CB. On pense aux cartes d'identité, justement, au permis de conduire qui aujourd'hui se dématérialise de plus en plus. Pour l'instant, ça va surtout être aux États-Unis. Ouais. On sait pas. Ils ont annoncé qu'il y a d'autres pays propriétaires, partenaires, mais ils savent pas. On ne sait pas lesquels. Et l'intégration plus proche avec l'écosystème Google, notamment, tu vas pouvoir sortir ta carte de fidélité pendant que tu es sur Google Maps, aller chercher vers où chez qui je vais bouffer ce soir. Okay. Et enfin, un des plus gros points, bien sûr, Android 13, qui a été présenté ça et là. Surtout Android 13
tablettes et écosystème Android, parce qu'on va avoir une nouvelle interface pour les tablettes avec un vrai launcher qui rappelle énormément macOS en bas. Donc là, on va retrouver du coup les applis les déjà lancées qu'on va pouvoir lancer en multitâche, etc. Les applications Google notamment, mais pas que, vont être adaptées à cette plus grande diagonale. Enfin, ça fait que, je sais pas, 10 piges qu'on attend ça. Il y aura du multitâche avec du glisser-déposer, un peu à la manière de Chrome OS, où on peut mettre à droite, à gauche, sortir certains objets. En gros, ils se mettent à la page d'iPadOS, plus ou moins. Et on a aussi, donc, en plus des optimisations des applis Google, on a aussi certains partenaires qui se sont enfin sortis des doigts, notamment TikTok, Facebook et Zoom, pour ne citer que, pardon pour l'expression venue du cœur. Et on a une interconnexion avec tous les produits Google, en fait. C'est-à-dire que tu auras notamment le presse-papier de ton smartphone. Tu vas pouvoir dire, je copie un truc là, je l'envoie à coller sur la tablette. Et un fast pair où, en gros, si tu as un produit qui est lié à ton smartphone, il sera lié à tous les autres produits Android que tu as avec ton compte Google. Donc, enfin, de l'interconnexion avec tous ces produits, un vrai écosystème, en fait. Toujours cette scission, team Google, ouais. team Apple, quoi. Il y a pas. Mais en fait, on va jamais pouvoir bosser ensemble. Mais ils ont, enfin. Non, ils ont aucun intérêt de le Ils faire. ont aucun intérêt de le faire. Moi, j'ai le problème à la maison. C'est pour ça que ça me stresse, c'est que ma femme, elle est team Android, moi, je suis team Apple, et on est toujours obligé de trouver une concession, tu vois. Toujours. C'est pas pratique. Et en fait, la concession, elle va s'appeler Amazon à la fin, tu vois. C'est eux qui vont gagner le truc, tu vois. Quoique, attends, spoiler alert, parce qu'Amazon, en fait, c'est propulsé par Android. C'est juste qu'ils ont créé leur propre truc. C'est Fire OS par-dessus Android, donc ça va pas changer grand-chose. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut donner la parole à Jika pour son test? Seturi, c'est Megaton, c'est trop bien. Franchement, je me suis pris une claque toutes les 20 minutes sur cette Google I.O. J'ai kiffé ma vie comme pas perdu. Après, c'est 3 heures, mais 3 heures. Je dirais qu'ils ont fait une PlayStation, c'est-à-dire qu'ils t'ont régalé de foot et t'as rêvé comme un gosse. Par contre, je vais attendre 3 ans. Ça sortira un jour. Si, Android 13, on sait, mais c'est vrai que le reste... Voilà. Parce que bon, on se souvient de l'annonce de FF7 Remake, on a attendu quelques années. The Last Guardian. Shenmue 3. Mais c'est bien, les Arlésiennes, ça fait rêver tout le monde, c'est super. On va pouvoir passer au test de la semaine. Tu as tout le temps qui reste de cette émission, mon bon Jika. On va parler de la tablette ROG Flow Z13 et du ROG XG Mobile. Jingle. Est-ce que je l'ai dit correctement? Tu l'as parfaitement dit, c'est effectivement le ROG. C'est un peu moins compliqué que chez Sony, mais un peu quand même. C'est le ROG Flow Z13. Alors déjà, je vous montre un peu le produit. C'est ROG, Asus ROG, vous connaissez, c'est la marque Republic gaming of Gamer. chez Asus. Et là, en fait, ils sortent un produit. Alors, je dis une tablette, en fait, c'est littéralement un modèle type Surface, quoi. C'est-à-dire écran détachable, clavier détachable, petite charnière à l'arrière pour poser le produit. Mais c'est un PC avec Windows. Mais bien sûr, c'est un PC avec Windows et un PC particulièrement bien équipé de base déjà. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi c'est un produit ROG, parce que c'est un produit où... Allez, c'est éteint. Bon, écoutez, j'espère que ça va pas bloquer ma démo, on verra. C'est pas grave. Non, mais en fait, c'est que c'est un produit gaming, tout simplement, parce qu'à l'intérieur, on a donc un Core i7 de 12e génération, donc la dernière génération de processeurs Intel. On a un écran 13 pouces à 120 Hz, et surtout, on a quand même de base une RTX 3050 à l'intérieur. Donc c'est quand même pas mal pour une tablette qui est relativement épaisse, relativement tout ce que vous voulez, c'est clair par rapport à la surface. Et est-ce que ça se voit? On a évidemment un petit peu de RGB à l'arrière. Donc ça va plus vite. On a du RGB sur la carte mère qu'on voit derrière. Une petite fenêtre. Alors le design, moi, il est stylé. Moi j'adore. Moi, en fait, je suis partagé entre le j'adore. Ça reste un peu discret. En fait, j'adore parce qu'on est geek, tu vois. Ouais. Sauf que tu sors ça en société. Tu passes pour un bouffon. C'est chiant. Alors, après, tu peux le couper. En vrai, non, mais c'est même pas le RGB, c'est juste toutes les petites lignes de circuit imprimé. J'adore ça, j'en ai sur le bras, gravé à vie, mais juste... Désolé, mais je préfère ton Samsung tout lisse, tout net à côté. Moi, je suis d'accord avec toi, clairement, mais disons qu'il faut se différencier aujourd'hui sur un truc ROG, gamer, machin. Tu vois, genre le clavier, il est rétroéclairé en RGB pour un truc détachable, c'est quand même relativement rare. En vrai, en termes de performance, on est quand même sur...
c'est rare d'avoir un 2 en 1 aussi puissant. Ne me fais pas dire que je l'ai pas dit. Ça a l'air très bien. Je parle juste du design. Après, le design, voilà, il est un poil épais, forcément, ça souffle un tout petit peu, mais étant donné les composants qu'il y a à l'intérieur, on peut pas faire différemment. En fait, ce qui est intéressant, c'est que je voulais vous montrer un peu la puissance du truc, c'est-à-dire que je vous ai installé Cyberpunk, qui reste le maître étalon aujourd'hui sur PC en termes de gourmandise. On va pas se mentir. Alors, on a fait les démos avant en plateau. J'espère que ça va marcher, ou si on va faire une Jérôme Bonaldi, les vieux auront la référence, évidemment. Là, j'ai essayé de le brancher. Donc là, je vais vous montrer Cyberpunk déjà de base sur une tablette, littéralement, avec une 3050. Alors, il y a pas mal de reflets là. Non, c'était mieux, t'étais mieux là. Stop, je plus. C'est la 3050 ou la 3050 Ti? Il me semblait que c'était la Ti. Là, c'est la 3050, c'est là. La 3050. Une 3050 avec 4 Go de mémoire vidéo, donc c'est pas ouf dingue, tu vois. Mais vous allez voir que déjà, je trouve qu'on peut jouer assez cool. On a le flux en direct. On peut jouer quand même assez efficacement à Cyberpunk. Et voilà, pendant que ça charge, je vous parle un peu du reste. On a 512 Go de stockage. Ça peut être un poil juste pour un truc gamer. Ça se remplit assez vite. Une fois que tu as installé Warzone, Cyberpunk, Forza et Flight Simulator. T'as dit Warzone, c'était déjà terminé en fait. Non, une fois que tu as installé Warzone et Flight Simulator, c'est fini. Tu vois. Donc tu as installé 2 jeux, quoi. Mais alors évidemment, tous les jeux ne sont pas aussi gourmands. Là, vous voyez, le souffle, franchement, ça va. Il est bien J'entends rien. On n'entend pas là. Non, bah de là, vous l'entendez pas. Mais pour le moment, attends, lance le jeu. C'est vraiment, ouais. Non, mais là, disons que le Cyberpunk, il souffle globalement dès le début. On voit le compteur de FPS, là, je sais pas si on me voit. Donc là, je vous ai mis en version, au niveau des réglages, ray tracing un peu vénère. Donc vous allez voir que c'est un peu chaud. Par contre, clairement, si vous baissez le niveau de détail, vous virez le ray tracing. Ça tourne nickel à 40-50 FPS, c'est tout à fait jouable. Donc déjà de base, tu vois, tu dis tu pars en déplacement avec une tablette qui est facile à transporter, tu peux jouer très facilement à Cyberpunk 2077. Combien parce que je vois des gens s'inquiètent sur l'autonomie. Alors l'autonomie, évidemment. Vous achetez pas ça pour avoir 15 heures d'autonomie, ça vous oubliez. Pour la bureautique, un usage classique, on va dire, type bureautique, vous allez taper les 6 heures avec le vent dans le dos, quoi. J'ai fait 5 heures. Entre 5 et 6 heures, ça dépend. Ah ouais, c'est en bureautique simple. C'est en bureautique simple. simple. Et là, donc là, tu tiens 1 heure. Alors en jeu, de toute façon, en jeu, c'est toujours pareil. En jeu, il faut le brancher, point barre, tu vois. Tous les heures du gamer. Oui. Là, vous voyez, donc là, j'ai bien forcé sur les effets, sur le ray tracing et compagnie. Donc, je suis à 14 FPS. C'est catastrophique. là, pour le moment. Voilà. Là, mais c'est parce que tu l'as dit, t'as mis une version gourmande. Là, je vais vous faire un petit. Je fais un pré-réglage. Je vous embête pas avec ça. Je me mets en élevé déjà. On va voir ce que ça donne. Je vire le ray tracing. Hop, reprendre. Et là, tout de suite, c'est beaucoup plus acceptable puisqu'on est à 40, on est à 25, ça dépend. Attendez. Ah oui, les FPS, ils sont en bas. Voilà, on est à peu près à 30, au moins, on est largement à 30 FPS, c'est quand même beaucoup plus jouable. Là, on va dire que c'est jouable, tu vois. Ok. C'est pas ouf dingue, sachant que, encore une fois, Cyberpunk, c'est vraiment un exemple relativement extrême. Gourmand de chez gourmand. Voilà, c'est ça. Donc là, vous allez pouvoir jouer à votre Elden Ring sans problème. Alors, n'ayez pas peur, dans le chat, il y a une petite surprise et je t'invite à le faire peut-être rapidement, parce qu'il reste 4 minutes. Oh putain, sérieux? Oui. Oh là là, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà. Hop, je vais faire la démo rapidos. Et je vous ai ramené donc à côté le boîtier que vous voyez là, qui s'appelle le ROG XG Mobile. Et ce qui est vachement intéressant avec ce ROG XG Mobile, par contre, il faut que je quitte ce jeu, parce que sinon ça va foutre la merde. J'espère que je vais avoir le temps. Quel timing incroyable. En fait, vous avez ce boîtier là, vous voyez. Dedans, vous avez une 3080. 3080 de PC portable, mobile, ce qui est important parce qu'évidemment c'est pas les mêmes perfs. Vous avez un port propriétaire et c'est un peu le défaut de Max, on en a un petit peu parlé en off, qu'aujourd'hui c'est compatible avec uniquement des produits de chez Asus ROG sur certains modèles. Donc là je branche le truc. Alors je rajoute à ça quand même que c'est un port Thunderbolt 4, donc c'est quand même compatible avec les iGPU en Thunderbolt 4 avec du coup une bande passante de 40 gigabits. Voilà. Sauf que ce port propriétaire est de mémoire à 56 gigabits, donc le goulet d'étranglement est bien moins important sur ce boîtier de propriétaire d'Asus que sur un iGPU qui là n'est pas propriétaire. Alors attends, voilà. Donc là en fait je suis en train de basculer sur le boîtier et ce qui est vachement bien c'est que ce boîtier là on ne voit pas derrière mais il y a toute une connectique, il y a des ports USB, du HDMI, un port Ethernet, donc vous pouvez en gros vous faire un full setup à la maison, vous avez juste un câble à brancher quand vous rentrez et là en fait vous basculez sur une config avec une 3080 mobile, donc ce qui est quand même largement meilleur. L'écran est tactile bien sûr parce que ça reste malgré tout une tablette. Hop. J'ai rarement été aussi dans un timing aussi sérax. On va voir si ça passe. Si Cyberpunk veut bien se lancer rapidement. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va lancer le même jeu avec du coup une version un peu plus gourmande, avec le ray tracing à fond. Donc vous avez vu que ça toussait sa mère tout à l'heure, et là, ça va plus tousser du tout. Bah, on espère. Enfin,
2 minutes 40. On est large 2 minutes 40. On est large. Viens, relance le PC. Est-ce qu'on a on va voir si on a le flux d'image sur le. On va voir si on peut. Alors, est-ce que pour le ROG XG Mobile, la carte graphique est changeable? Non. D'accord. Il existe en 3 versions, 3070, 3080 et Radeon 6000. Ça, c'est peut-être un peu dommage de ne pas avoir un boîtier et dans lequel je peux faire évoluer la carte graphique, parce que du coup, le truc, pas un boîtier externe où tu peux mettre des cartes graphiques comme tu as pu faire. Pour les GPU, tu peux avoir un boîtier où tu changes la carte graphique et tu mets une carte graphique desktop. J'ai mis en tracing moyen, allez hop. Mais là, en termes de voilà, et puis c'est pas la même taille de boîtier non plus, ça tu peux le transporter facilement, un iGPU avec une vraie CG. Donc là on a un équivalent de 3080 de PC portable. De PC portable, ouais. Donc tout à l'heure on était avec le pré-réglage ray tracing moyen, on était à peu près à 13-15 FPS. Et là en 1200p, on est à 50 FPS, on est quasiment à 60 FPS, okay, ça change autre chose quoi. Bravo, tu as réussi ton effet waouh, JK. Voilà. Et donc, moi je trouve ce concept vraiment cool. Il avait déjà sorti, le ROG XG Mobile, ça a déjà au moins un an puisqu'ils avaient sorti le X13 qui était un ultra portable de 13 pouces. Maintenant, ça coûte cher. Alors, ça coûte cher, tu vas nous donner le prix parce qu'il reste 1 minute 30 et je précise quand même que je suis dubitatif de tout ça face à une période où aujourd'hui on a GeForce Now en fait. Ah oui, bien sûr, ça c'est un autre débat. Je vois pas trop l'intérêt. Mais parce que combien ça coûte? Le produit en soi, la tablette seule coûte environ 2000 €. Et un peu, dans cette configuration-là, le boîtier en 3080 coûte 1500 balles. Donc c'est cher. Enfin, c'est cher, mais je trouve le concept génial. On attend que ça se démocratise, on attend que ça soit disponible sur plus de produits, mais le concept en soi est vraiment cool et ça te permet de transformer un PC qui est déjà de base très correct, mais en pure machine de jeu et surtout avec un setup à la maison qui est hyper performant. Mais c'est une tablette ou un PC? C'est les deux. C'est un PC, c'est une surface quoi. C'est une tablette, un PC. C'est ça, parce que je trouve que l'autonomie, alors ok, c'est en jeu, mais tu l'utilises pas en tant que tablette. Ouais, tu c'est ça. l'utilises en tant que PC portable et en plus tu rentres à la maison, tu as un setup. Le projet en lui-même est vraiment plutôt cool. Il est plutôt bien fait, bien fabriqué. Tu sens que c'est de la qualité. Maintenant, le prix va potentiellement rebuter beaucoup de gens. Est-ce qu'il vaut pas mieux le PC justement que tu avais testé avec la carte IG Mobile externe? Moi je préfère l'ultra portable en vrai. Je préfère le X13 qui est un ultra portable de 13 pouces, plus classique que ce format tablette que j'aime moins, j'avoue. La tablette elle ne sert à rien quoi. Ouais. Et bien les amis, voilà pour cette petite présentation du Z13 et du ROG XG Mobile. Il nous reste 10 secondes. Merci à toutes et à tous sur ce plateau d'avoir été présents pour ce journal du hardware. La semaine prochaine, un nouveau JDH. Et tout de suite, c'est l'heure du récap. Restez sur le stream. Salut à tous. Ciao.